Bonjour à tous et bienvenue dans ce 37e épisode de Starlink, le meilleur podcast Yoshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Bonjour à tous, et la passion, c'est bien évidemment le 10e anniversaire d'Azumi. Bon anniversaire de carrière. On va y venir, effectivement, il y a quand même pas mal de choses à parler du côté d'Azumi et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette image précisément pour le podcast, pour cet épisode-là. Un grand merci évidemment encore une fois à Oh My Ghost qui nous fait toujours des super miniatures. Donc tout ça, on va y revenir un peu plus en profondeur pour cet épisode. On va parler dans un premier temps évidemment de Stardom. Donc on va commencer avec la review du show du Korakuen du 1er octobre, le lendemain de la finale. Donc on va aborder juste les deux derniers matchs, les deux matchs les plus importants du show. Ouais, Euh, mais ouais, il faudra quand même faire une toute petite aparté sur celui d'avant, puisque c'est censé build un petit peu quand même le match de titre, mais peut-être qu'on y reviendra sur c'est les ça, ouais. En fait, je voulais le premiers faire du dans show. la preview, juste après, puisqu'après on va Ouais. faire la preview. On va donner nos pronostics pour le show de demain, au moment où on parle. Donc il va y avoir le pay-per-view. Et il y a pas mal de titres qui sont défendus, donc ce sera à Nagoya et on va y revenir. Et ensuite, on passera à Seedling, donc Ah, Miano, voilà, il va nous faire la preview du show et on va donner nos pronostics. Comment s'appelle le show ? euh... je suis pas prêt. Non, si, c'est Shinjuku Face, il y a pas de nom particulier, c'est pour ça qu'il m'est pas venu en tête, c'est juste Shinjuku Face, voilà, le 10 octobre. Ok, ok. Et ensuite, évidemment, vous connaissez la troisième rubrique, l'actu Joshi. Donc, on va vous parler de quelques petits shows Joshi en dehors de Stardom et Seedling pour vous faire découvrir et pour aborder les choses un petit peu importantes ou intéressantes qui se passent dans le monde du Joshi. Puis viendra la classique recommandation de match dans laquelle on vous recommandera Miano et moi un match chacun. Et on viendra ensuite sur les matchs que nous ont recommandés les abonnés du Patreon. Et ensuite, on terminera par la petite FAQ. Donc, je pense que ça va être un épisode plutôt fun, un épisode avec ouais, pas mal de choses à aborder. Et je suis plus que prêt pour ça. I'm a lady. Et avant tout, évidemment, quand même, on va revenir vite fait sur ce qui s'est passé pour le podcast cette semaine. Donc, on a sorti la review du New Blood numéro 11 qui a eu lieu vendredi dernier et nous on l'a enregistré mardi. Donc, pour tous ceux qui sont abonnés au Patreon, vous pouvez aller voir ça. En plus de ça, on a sorti hier, au moment où on parle, la réaction live numéro 17. Effectivement, dans l'enregistrement, je dis 16 et en plus, j'avais checké avec Miano juste avant. J'ai dit, attends, je regarde avant de lancer. Ok, c'était la 16, donc là, c'est la 17. Et à l'intro, j'ai dit 16, donc voilà. Et du coup, pour celle d'après, ce sera pareil. Donc je m'en excuse, mais vous verrez ça. Et là dans celle-là, c'était Dashisako contre Ayame Sasamura, le petit panda. Le petit panda. Donc voilà, c'était assez fun. Et j'ai surtout hâte pour la prochaine réaction live qui va sortir la semaine prochaine parce que j'ai trouvé que c'était probablement une des meilleures qu'on ait faites. Moi en tout cas, elle m'a beaucoup amusé. Surtout la promo de fin. Non, la promo de fin, ouais. Heureusement, j'étais là pour remettre un peu les points sur les i. Mais on y reviendra. Et voilà, donc préparez-vous pour la semaine prochaine. Allez voir ça si vous ne l'avez pas encore vu. Du coup, vous avez un petit peu de contenu exclusif. Vous avez deux trucs qui sont sortis sur le Patreon. Donc tous ceux qui sont abonnés, vous pouvez aller voir ça. Également sur le Patreon, il y a eu une mise à jour sur leur site à eux, ce qui fait qu'il y a quelques petites nouveautés et il y a maintenant la possibilité de créer des petites collections. Donc ça permet de mieux ranger et organiser tout le contenu qu'on a. Donc pour tous ceux qui sont abonnés, vous verrez maintenant, j'ai changé un petit peu tout ça et maintenant vous pouvez plus facilement accéder à tout ce qui est réaction live, épisodes exclusifs, les petits e-books, etc. Grâce à Oh My Ghost qui évidemment nous a fait des magnifiques petites, comment on dit en français, des thumbnails, des miniatures. Voilà. Pour chaque petit truc, pour chaque petite rubrique. Donc un grand merci à lui. Et voilà, et je pense que vous verrez, c'est beaucoup plus simple à retrouver.
Et évidemment, du coup, merci à tous ceux qui sont abonnés. Votre fidélité nous touche beaucoup et comme toujours, c'est pour vous qu'on fait tout ce travail et qu'on se donne autant et derrière vous nous le rendez. Donc voilà, c'est un échange mutuel et c'est un cercle vertueux. Donc ça fait plaisir, on essaie de vous apporter le maximum et derrière vous nous le rendez de cette manière. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Donc merci à vous 11. Donc on a Pip, Corwin, Amré, Roilord, Yanis Papis, Julien, Mibouro, Florian, Trikitov, Xavier et Ovi. Donc merci encore une fois. J'espère que le contenu du coup vous plaira, en tout cas au moins celui de cette semaine déjà, celui de la semaine prochaine, etc. Puisque le reste, je sais que la plupart ont vu le reste du contenu, etc. Ils nous laissent toujours des petits commentaires, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à le faire. Mais c'est tout du coup pour cette déjà longue intro. Donc on va passer sans plus tarder à la partie Stardom, donc c'est parti. Donc dans cette partie Stardom, comme je l'ai dit, on va commencer avec le show du Korakuen du 1er octobre. Donc c'était le show un petit peu, entre guillemets, spécial pour les 10 ans d'anniversaire de carrière d'Azumi. Donc de base, elle devait être en match tag, elle devait être avec Utami. Et au final, bon, voilà, ça s'est pas fait. Et à la place, on a eu un Azumi contre Mayu Iwatani en 1 contre 1. Donc voilà, une super affiche déjà. Et un match qui a été à la hauteur de cette affiche. Donc, ouais, si tu veux développer en premier, Miano, je te laisse la parole. Ben, déjà, c'est pas un main event, donc ça m'embête. C'est les dixième anniversaire de carrière de Azumi et ça ne main event pas, donc ça m'embête un peu. Ensuite, le match en lui-même, c'est excellent quand c'est sur le ring. Ça l'est beaucoup moins quand ça part en dehors. Ça part à l'extérieur assez vite et là, on se retrouve avec un double count-out, là. Donc voilà, au bout de 2 minutes et quelques, je 2 crois. minutes 06. Donc ouais, du coup, les deux demandent à ce qu'on relance le match. Le match se relance et là, c'est assez marrant parce que dès que la cloche sonne, Azumi tente l'Azumi Sushi et du coup, Mayu se dégage. On repart encore à un coup faire un tour dans le Korakuen. Donc bon, là, c'est pas non plus des masses intéressants. Mais quand ça revient sur le ring, ça régale, hein, puisqu'on a deux des meilleures catcheuses de la promotion, avec en plus ma deuxième et ma troisième favorite de cette promotion. Donc forcément, je suis extrêmement investi dans le match qui est très très bien quand ça se passe sur le ring. Et là, la fin est assez surprenante, puisque Mayu passe sa dragonne. Et au lieu d'aller faire le tomber, elle relève Azumi, elle lui cale l'Azumi Sushi, et du coup, victoire de Mayu avec l'Azumi Sushi. Donc, ça pique un peu. Ah, c'est un petit peu amusant. C'est amusant, mais bon, c'est le 10e anniversaire d'Azumi, elle perd sur son Azumi Sushi. Ça me fait un peu rire parce que c'est Mayu, mais si ça avait été une autre qui lui aurait glissé l'Azumi Sushi, ça m'aurait fait beaucoup moins rigoler. Donc bon, bon, après, le match est quand même cool et on reviendra sur ce qui se passe après parce que c'est différent et c'est un peu hors contexte pour moi, mais ça, on y reviendra après. Ouais, ouais. Ouais, comme tu l'as dit, en vrai, le match, il est plutôt pas mal. Le petit côté high speed et tout, de toute façon, les deux, elles se sont bien données. J'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai juste pas été fan du début. Enfin, le fait de relancer le match et tout, je pense pas que c'était vraiment nécessaire. J'aurais aimé qu'on ait un match vraiment absolument technique et incroyable dans le ring du début à la fin sur 20 minutes. Mais bon, ça n'a pas été de cette manière-là que ça a été booké. Et j'ai trouvé, après, c'était l'histoire du match en soi, tout ce qui était autour du Azumi Sushi, mais il était quand même beaucoup forcé. On l'a vu 4-5 fois, je crois, dans le match. Bon, ça fait beaucoup. Et au bout d'un moment, c'est lassant, en tout cas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé. Mais sinon, après, voilà, le reste était bon. Le match était correct. C'était pas non plus un 4 quoi, mais c'était pas mal. Ça a bien fait le taf. J'en attendais juste beaucoup plus pour un match de cette envergure, mais bon, ça fait quand même le taf. Allez le voir si jamais vous n'avez pas vu le show, que vous n'avez pas trop le temps. Allez voir au moins les deux derniers matchs.
Et voilà, ce match était plutôt sympa et ça permet voilà, de fêter un petit peu les 10 ans de carrière d'Azumi. Et Mayu nous le fait savoir juste après d'ailleurs dans sa promo. Elle nous lâche son plus beau Kombanwa et elle nous dit, enfin elle le fait dire à Azumi qui derrière est un peu forcé de le dire. Et elle dit que ça aurait dû être un moment splendide avec énormément de monde, mais elle a ruiné un peu tout ça en gagnant, donc elle s'excuse. Et elle dit que c'est Mayu qui a gagné le jour de ton anniversaire, mais merci de continuer d'écrire l'histoire de Stardom avec moi. Donc voilà, c'est Ouais, très beau. ouais. Enfin, pour ça, il faudrait qu'on la book pour qu'elle puisse écrire l'histoire de Stardom. Elle le fait à sa manière, quoi, dans la low card. Mais bon, c'est déjà pas mal. Elle lui dit Génial. Ouais, Ouais. Mirai a plus écrit l'histoire qu'elle, mais bon. Azumi, t'as grandi. T'es assez grande pour boire en plus. Maintenant, elle dit t'es blonde, t'es plus grande physiquement. Alors qu'avant, voilà, je t'ai connue, t'étais toute petite. Et j'aimerais qu'on se raffronte un jour dans le futur. Donc voilà, le classique on se refera un match, un singles dans le futur, etc. Bon, voilà, c'est par politesse un peu, quoi. Mais je pense pas qu'on l'aura de sitôt. Et Azumi derrière elle répond que oui, elle a 21 ans maintenant et que c'est les 10 ans de sa carrière. Donc merci à tous. Elle commence à pleurer. Là pour ça, je sais pas si du coup c'était du ouin ouin ou pas. Miano, si tu peux nous dire. J'imagine que non, vu que c'était Azumi. Bah, sachant que c'est Azumi, j'imagine que non, mais Voilà. ça m'a étonné qu'elle craque d'ailleurs. Je pensais pas qu'elle allait pleurer comme Voilà. quoi. Si ça avait été Mina, ça aurait été un ouin ouin. Mais bon. Et elle dit j'ai perdu contre une icône, mais j'ai un nouveau but maintenant. Mayu, je vais te surpasser. Donc voilà. Et après ça termine avec Mayu qui chante joyeux anniversaire à Azumi. Et à ce moment-là, il y a les lumières qui s'éteignent. Bon, elles s'éteignent, elles se rallument, c'est un peu n'importe quoi. Je sais pas qui gérait les lumières, mais c'était pas ouf. Et là, on voit trois personnes qui attaquent Mayu et qui l'amènent backstage. Donc voilà, en gros, elle se fait attaquer par des, des personnes masquées. On a le retour. C'est plus le même masque. Avant, c'était les espèces de masques de Momo là. Enfin, pas de catcheuse, mais la Momo, enfin le même là, vous voyez très bien. Et là, c'est pas le même masque, c'était plus un truc de clown un peu. Voilà, bon, ok. On sait pas à quoi s'attendre, mais ça m'inquiète fortement. Ça veut dire qu'il va y avoir trois nouvelles quoi qui vont débarquer. Donc à voir. Peut-être un Tu veux dire, prominence. tu veux dire que le roster est déjà plein et qu'on va pas savoir quoi en foutre et que ça va prendre de la lumière à la place des autres? Non, c'est pas qu'on saura pas quoi en foutre parce qu'il sait très bien ce qu'il veut en foutre. Mais pour la deuxième partie, oui, c'est exactement ça. En plus, enfin, quand je dis que pour moi c'est hors contexte, c'est qu'on est censé quand même finir avec Azumi et au final on finit par un kidnapping de Mayu dans le match anniversaire de Azumi. On fait vraiment passer son anniversaire au 150e plan, ou au moins déjà le Azumi Mayu, c'était déjà un peu plus intéressant que le match qu'ils avaient prévu de base. Mais il n'empêche que au final, si Mayu chante pas Joyeux anniversaire entre la défaite et le fait que la fin de match concerne plus Mayu que Azumi, bon, ça met un peu l'anniversaire au deuxième plan et c'est un peu dommage. Après, mettre Azumi au deuxième plan, j'ai envie de dire, on a l'habitude, mais c'est pour ça que je disais que je trouvais que c'était hors de contexte puisque bah, finalement, ça met pas en valeur Azumi alors que c'était quand même le moment. Ouais, bon, je pense pas que. Après, de notre côté, ça restera un moment marquant dans son anniversaire quand on regardera dans quelques années. On se rappellera du coup en même temps de cette storyline, etc. Et ça restera un moment marquant pour. Enfin, un moment marquant de ce qui se passera plus tard pour un moment marquant dans la carrière d'Azumi. En gros, c'est un truc qui restera dans l'histoire d'une certaine manière, quoi. Donc, Vu que ça a l'air de se diriger sur Mayu et pas sur Azumi, donc ça en aura rien de marquant pour Azumi, d'autant plus qu'elle n'a même pas été impliquée mais dans dans l'échange l'histoire de qu'il y a Stardom, eu. quoi. Pour les gens qui vont revoir ce match dans quelques années, ils se rappelleront du coup, ah oui, c'était à ce moment-là que Mayu elle va défendre son titre après contre telle personne quand on saura, quoi. Ouais. Donc Mm. oui, oui, je comprends un peu l'idée, mais en fait, je suis assez sceptique, quoi. Je suis un peu entre les deux. Euh, c'est pas si mal que ça. De notre côté, en plus, en fait, là c'est pareil. Encore une fois, je vais être nuancé.
Mais on a eu ça tout le show, donc d'un côté je suis content parce que ça permet de relancer, on a fini le 5 star, donc on se relance dans quelque chose de nouveau, mais c'est juste la manière dont ça a été fait, en fait, on a eu trois attaques de cette manière, enfin à peu près trois attaques, enfin trois arrivées, entre guillemets, trois annonces de cette manière-là, c'était tous similaires, et je trouve que ça manquait de créativité pour relancer des nouvelles storylines, mais je suis content qu'on ait lancé de nouvelles storylines, quoi, ça lance un vent de fraîcheur, quoi. Donc voilà, de toute façon, je vais y revenir quand on fera la preview du prochain pay-per-view. Euh, Ouais, ouais, j'y reviendrai à ce moment-là, même si ça n'a pas trop de rapport, mais j'y reviendrai, comme ça au moins on sera fixé. Bon, je pense qu'on peut passer au match suivant. On avait Julia qui défendait son titre Strong contre Ami Souré. Donc voilà, je sais pas quoi dire, je sais vraiment pas quoi dire. Le match, il était à la hauteur de ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire ennuyant. Rien de spécial. Julia qui heureusement était là. J'ai beau ne pas l'aimer, mais heureusement qu'elle était là parce que sinon je pense que je me serais endormi devant le show. Ami qui commence à nous faire du Maika avec sa superplex là, bon, ok. La gimmick de Ami Souré, c'est quoi? C'est Maika il y a 2 ans. Ok, voilà, y a pas grand chose. C'est juste. Elle est costaud, elle est forte, elle est grande, ok, et on n'a pas plus quoi. C'est un peu similaire à Himeka, et encore, Himeka, il y avait un petit peu plus de personnalité, je trouvais, dedans. On la sentait plus, entre guillemets, humaine, alors que là, Missouri, voilà, je ressens aucune émotion, je ressens rien qui émane d'elle, à part son personnage de je suis grande, je suis forte. Donc en fait la gimmick on a vite fait le tour. Et le match est extrêmement ennuyant, il se passe pas grand chose comme dans tous les matchs d'Ami que j'ai review ces dernières semaines. Donc voilà, j'en retire pas grand chose et heureusement que Julia la termine et voilà, c'est plié quoi. Bah, de toute façon, on s'y attendait. Déjà, le match n'avait pas lieu d'être. Bon, ils l'ont fait. Mais enfin, je te trouve un peu sévère. Oui, c'est pas le match du siècle, hein, on est d'accord. Mais bon, ça fait le travail, quoi. Enfin, tu mets 3,5, puis voilà, quoi, à la suite. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, ce fameux titre Strong qui est encore défendu sur un show Stardom, encore défendu au Japon et encore défendu contre une japonaise. Bon, heureusement que là, on va faire la preview avec le titre Strong qui fera le travail qu'il est censé faire. Moi, tout ce que je vois, c'est que, encore une fois, là, le Korakuen n'est pas plein. De la même manière que le show qui a été fait lorsqu'elle l'a challengé contre Isasera Hiroshima, c'était pas plein non plus. Bizarrement, c'est 2 fois le titre Strong qui est en main event. Donc bon, je vais pas faire un raccourci trop rapide. Mais quand je vois que ça ne sold out pas alors que Stardom arrive à remplir extrêmement facilement les salles, et quand on voit qu'il y a des trous, c'est 2 fois quand le Strong est en main event, bon, ça laisse quand même à penser que ça n'intéresse pas finalement tant de monde que ça. Est-ce que je vais m'en plaindre? Non, ça amènera peut-être une réflexion sur au moins le placement des matchs dans la carte. Puisque la dernière fois, le Korakuen, ils se sont vantés de l'avoir rempli. Et quand on voit la gueule de la carte, franchement, c'était pas plus intéressant que ça. Donc voilà, je vais pas faire des raccourcis trop rapides, ça a sûrement aucun rapport, mais à voir que ça remplit pas quand c'est le Strong qui main event, j'avoue que ça me laisse quand même un petit sourire sur le coin du visage. Après, bon, le match est pas ouf de toute façon, c'est ici que pour justement avoir un énième retour, donc voilà, ça je te laisse développer justement ce qui se passe après. Ouais, il y a Julia qui nous fait une petite promo, elle nous dit justement, enfin, en quelque sorte, elle l'aborde de la manière, enfin, de ce que je disais. Elle dit que je pensais que tu étais dangereuse. Je l'ai traduit comme ça par le mot dangereux, parce qu'elle dit crazy, mais voilà, de manière, pour ne pas traduire littéralement, quoi. Je pensais que tu étais dangereuse lorsque tu as battu Suri, mais je pense que tu as encore quelque chose caché en toi. Donc oui, je pense qu'il est bien, bien, bien caché. Tu es Il parlait imposante. peut-être du talent, hein. Tu es imposante, je pense que tu pourras avoir un avenir prometteur. Elle tend la main à Amisure qui la refuse, et elle lui tape dans la main, elle lui dit casse-toi, j'ai pas besoin de toi. Et ensuite, Julia demande qui sera sa prochaine challengeuse, et là, à l'écran, on a sur le petit intron une catcheuse qui se présente. Et c'est, je sais pas comment ça se prononce, enfin c'est plus d'une manière anglaise, donc voilà, mais c'est Ayan, que j'aime beaucoup. C'est une catcheuse que j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup vue sur le circuit UK. Je sais qu'apparemment, enfin, crois qu'elle fait des trucs un peu sur le circuit US, mais j'en ai très peu vu.
J'ai vu pas mal ce qu'elle a fait sur le circuit UK et c'est une catcheuse que j'aime beaucoup, que j'ai même vu à la VXV. Donc voilà, je suis très content de la voir elle. Donc ça fait plaisir de voir des catcheuses comme ça. Des catcheuses qui en plus sont pas super connues mais qui vont pouvoir avoir une petite opportunité. Et voilà, donc moi personnellement ça me dérange pas plus que ça. Ce sera apparemment à Las Vegas, je sais même pas encore sur quel show. Mais Julia dit que du coup elle va défendre son titre contre elle à Las Vegas. Bah, j'en ai absolument rien à foutre, hein, pour être honnête. Je vais même pas regarder le match, je vais juste regarder le résultat. Je vais voir que Julia aura gagné et puis à la suite, quoi. Bah écoutez, moi je regarderai le match donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et à la fin de sa promo, encore une fois, on a une autre attaque. Pareil, les lumières qui marchent pas de ouf. Et qui c'est qui se présente? C'est Michiko Miyagi, je crois qu'elle se fait appeler là-bas, chez Glade. Ouais, ou juste Michiko maintenant, je crois. Ok, bon voilà. Et du coup, elle arrive, elle attaque. Et, et elle vient, enfin je sais pas si ce sera pour challenger, j'imagine que oui, mais en tout cas elle le dit pas explicitement. Et encore une fois, je suis content encore une fois, puisque ben, j'en ai pas mal parlé, mais c'est une catcheuse que j'aimais beaucoup quand j'ai commencé Stardom, Andras Miyagi. Je la connais juste de Stardom en fait, j'ai pas regardé ce qu'elle a fait à côté, parce que ben, en fait, le reste à côté m'intéresse très peu, j'ai très peu le temps, donc je regarde surtout Stardom, du côté de Joshi, Diana quand j'ai le temps, ou des matchs à droite à gauche. Mais Andras Miyagi, du coup, je la connaissais que de Stardom. Et c'est pour ça d'ailleurs que je continuerai de l'appeler Andras parce que je me suis fixé là-dessus. Et je suis content de voir qu'elle revient chez Stardom parce qu'il me semble même qu'il y a eu deux trois petits problèmes, que ça s'était mal passé son départ. Et du coup là ça veut dire qu'il y a une petite entente, enfin ils ont réussi à se mettre d'accord. Donc je suis content de la voir là. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer, même si évidemment ce sera pas à long terme, hein, je pense que ce sera juste un match. Mais je suis super content en tout cas de la voir. Bah, elle revient après avoir gagné les titres artistes sous Odeotai avec Kagetsu et Natsu Sumire. Elle revient, moi après je l'ai vu un petit peu du côté de Sendai là quand elle avait récupéré les titres avec Ibiki là qui était parti de la Marvelous. Ça foutait un petit peu le bazar entre les deux fêtes dans une storyline qui était plutôt intéressante. Après Ibiki avait dû arrêter. D'ailleurs, il a toujours pas repris. On n'a pas vraiment de nouvelles. J'espère qu'il va bien, mais ça fait depuis fin 2021 qu'on ne l'a pas vu. Donc voilà, je l'ai vu un petit peu catcher à droite à gauche derrière. Donc pourquoi pas. Après, elle veut pas dire qu'elle va challenger Julia alors qu'elle a un match de titre qui est prévu à Las Vegas, je sais pas quand. Mais bon, tu vois, Ah bon? c'est comme pour le voir, quoi. Donc, de quoi? Elle a un match prévu à la... C'est quand? Non, Julia, je te dis, qui va Ah! challenger. Ok, ok. Donc, elle peut pas dire. Tu sais, t'es déjà en train de construire les limites, les prochaines défenses, alors qu'elles sont pas encore là. C'est exactement le même principe qu'avec le Five Star où tu as un Suzu qui va arriver, alors que Natsuko, elle est censée avoir. Enfin, c'est pas censé, il va avoir une opportunité le lendemain. Donc, moi, ça me dérange un petit peu quand c'est fait comme ça. Après, c'est très souvent le cas, et pas que chez Stardom d'ailleurs quand on prépare la suite avant que le présent ne soit arrivé. Donc bon, je sais pas trop ce qu'on va en faire d'Andras Miyagi. Moi, je pense que je l'appellerai Andras Miyagi le temps que je me mette à Michiko, hein. Ça va faire comme avec Mayo Shizuki. Il va falloir le temps que je fasse la transition. Mais est-ce qu'on en a besoin? Je suis pas certain. Au vu du nombre qu'il y a déjà dans la Fed, Odeotai en plus c'est plein à craquer. Bon, je sais pas ce que va faire Miyagi, peut-être représenter Glit, mais dans quel but, je sais pas. Est-ce que c'est trois autres de Glit qui sont venus? Elles sont trois. Est-ce que c'est pas le clan de Glit d'ailleurs? Est-ce que c'est pas Aoi, Risa Sera et John Akei qui sont sous le masque? Je sais pas, on verra. Donc il y a plusieurs possibilités à voir. Ouais, 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 bah, en tout cas, si c'est ça, ouais, en tout cas, enfin, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose de prévu sur le long terme si elle est alliée avec les trois qui ont attaqué. Donc, peut-être en rappel aussi, je voulais l'aborder après, mais bon, je pense que c'est pas la peine au final pour la storyline. Mais pendant le même show, en fait, il y a Mirai qui a été attaquée par une personne, pareil, masquée. Donc,
Est-ce qu'elle était liée à eux aussi? Je pense pas. Je pense que c'est une catcheuse qui était là pour attaquer comme ça et pour demander une opportunité pour le titre Wonder. Et je pense qu'elle n'est pas liée avec les autres. Après, peut-être que Miyagi est lié avec les trois qui ont attaqué Mayu. C'est possible. De toute façon, on va bien voir. Mais moi, en fait, ça m'embête un petit peu quand même. Puisque c'est ce que j'avais commencé à aborder. Juste le fait que déjà ce soit tous de la même manière, de prolonger les storylines. Mais en plus de ça, comme tu l'as dit, il y a déjà un truc qui est prévu pour Julia. Et là, on ramène ça en plus. En fait, il y avait juste besoin d'attendre quoi, quelques semaines de plus, puisque là, ce sera le 28 qu'elle défend. Donc, il y avait juste à attendre quelques semaines de plus. Et c'était bon pour lancer la storyline. Donc, en fait, ça m'embête un peu. Il y a plein de storylines qui commencent tout en même temps, et de la même manière d'ailleurs. Donc, je trouve ça dommage. Et surtout en plus pour Miyagi qui aurait pu du coup avoir plus d'impact si elle l'avait fait quand Julia n'avait aucune défense de prévu. Donc voilà, de toute façon on va voir comment ça avance, hein, mais j'espère que ça se passera bien, quoi, bien se passer. Et du coup, ouais, voilà, comme je l'ai dit, le match entre Julia et Ayan sera le 28 octobre à New Japan Fighting Spirit Unleashed. Donc voilà, je regarderai sûrement le show, enfin en tout cas le match, peut-être le main event aussi. Donc voilà. C'est tout pour cette review. Et maintenant, on va passer au pronostic du show qui sera demain au pay-per-view de Nagoya. C'est Nagoya Golden Fight 2023. Et évidemment, c'est un show que j'attends avec impatience. Déjà, ça va avoir lieu un lundi. Donc, j'imagine que c'est un jour férié, un truc comme ça là-bas. Ça doit être un truc spécial. Puisqu'il y a plein d'autres shows en même temps. Il y a New Japan, je crois. Il y a Noah. Et il y a TJP aussi. Enfin, en tout cas, des gros shows qui arrivent. Donc, voilà, je pense que c'est quand même un jour férié ou un truc du genre. Mais bon, manque de chance pour nous, ça tombe voilà, un lundi comme ça, et du coup je pourrais même pas le voir en live, je suis dégoûté. Et il commence le show à 10h il me semble, donc voilà, 10h30 pour le pré-show. Et du coup on a dans ce pré-show, on a une bataille à 6 quoi, 1 contre 1 contre 1 contre 1. On a Abisore qui affrontera Lady C, qui affrontera Anan contre Yuna Mizumori, contre Miyu Hamasaki, contre Roaka. Donc voilà, un match classique. Et ouais, ça me semble logique que Yuna Mizumori remporte pour moi, vu ce qui s'est passé au New Blood. Ça me semble logique que ça soit Yunami Izumori aussi qui gagne, même si je serais pas contre que Hanan, qui vient de claquer les titres New Blood, nous fasse un petit roll-up ou un petit truc sur ouais, Miyu Hamasaki ou les DC, quoi. À moins qu'il refasse gagner Misurei pour la relancer après sa défaite, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri de ça, mais je pense que la sécurité, ça serait Yunamon, et le plus osé, je pense que est probable quand même, ça serait Ali Hanan. Ok, ouais. Le match d'après, on commence avec... Ah ouais, le match high speed. Saki Kashima contre Meisera. Évidemment, encore, je le précise au cas où, mais ce sera pas spécifiquement cet ordre-là. C'est tout à fait possible qu'ils changent l'ordre des matchs, mais je le lis dans l'ordre dans lequel c'est sur leur site. Donc, Saki Kashima qui va défendre son titre high speed contre Meisera. C'est une storyline qu'on attend déjà depuis un petit moment quand même, puisque Meisera elle a challengé un nombre incalculable de fois Saki Kashima, mais cette dernière a refusé. Et à chaque fois, elle a pris une autre challenger à sa place. Et au moment où elle perd, elle lui laisse enfin son opportunité. Donc voilà, on va voir ce que va donner le match. Mais pour moi, ça me semble évident. Et j'espère de tout mon cœur que Meisera va remporter. Je veux la voir avec ce titre high speed. Et elle est géniale en plus dans le ring. Elle me régale. Même en tant que babyface, elle est super. Son acting est super. Elle mérite ce titre. Donc j'espère qu'ils vont lui donner. J'adore Mei, mais j'espère que Saki Kashima va conserver. Mais bon, on va dire que c'est quasiment le seul truc qui a été booké dans cette division high speed. Et généralement, quand Stardom s'efforce, parce que pour eux, c'est vraiment s'efforcer à nous booker quelque chose, c'est que généralement, il va se passer un truc. Donc, je pense que Mei va gagner aussi. Le match d'après, ça devait être pour les titres Goddess. On devait avoir Saori Anou et Natsupoi qui devaient défendre contre Azumi et Utami Yashishita. Mais comme vous le savez,
ou peut-être que vous le savez pas, il y a Utami déjà qui a été blessé. Je crois que c'était cervical hernia, je sais pas comment ça se traduit en français. Mais du coup, elle va être absente, je crois, jusqu'au bout de l'année. Et il y a également Natsupoi qui apparemment s'est fait la même chose. On l'a appris là récemment. Donc elle sera même pas dans la Tag League d'ailleurs, Natsupoi. Donc voilà, ça va être compliqué pour Saori et pour Natsupoi. De toute façon, je pense qu'on y reviendra quand la Tag League commencera. On vous annoncera toutes les équipes et celles qui du coup ont été modifiées. Sinon, vous pouvez retrouver ça sur notre Twitter. On a posté les changements qui ont été faits. Et du coup, ce match est devenu, je crois que c'est un match revanche du coup du 5 star, puisque c'est un spécial singles match du 5 star. Saori Anou contre Azumi en 1 contre 1. Donc je pense que ça peut être cool, ça va être un bon match. Et je verrais bien Azumi remporter pour deux raisons, puisque déjà, un, c'était ses 10 ans de carrière, et deux, ça permettrait de renforcer son statut de challengeuse quand elle a challengé du coup pour les titres, alors que Saori, je pense pas que ça va l'affecter plus que ça va juste renforcer Azumi en tant que challenger, à se dire ouais voilà, elle a battu la championne, donc elle aurait pu avoir un match pour le titre quoi, et elle était assez crédible pour avoir le match pour le titre avec Utami. Et je pense pas que ça affecte Saori plus que ça, donc je verrais bien Azumi remporter. Moi aussi, je vois bien Azumi remporter. Et après, quitte à rendre les titres vacants, j'ai envie de te dire, ça donnera un peu plus d'intérêt à la Tag League si on dit celles qui gagnent la Tag League finalement sont les nouvelles championnes. J'ai pas vu la nouvelle officielle, il me semble plus des rumeurs une officialisation pour la fin d'année de Natsupoi, non? Oui, oui, pour l'instant, oui, parce que officiellement ils ont dit ils savent pas combien de temps ce sera. Donc dans l'hypothèse où effectivement elle ne pourrait pas faire cette Tag League et qu'il faudrait rendre les titres vacants, En tout cas, elle fait pas la ben Tag moi, League, c'est sûr, hein. Jusqu'à la fin de l'année, je sais pas, mais en tout cas Tag League, c'est sûr qu'elle y est pas. ah, du coup, ouais, ou alors, je sais pas, tu as deux solutions dans ces cas-là, c'est où tu rends le titre vacant et tu fais gagner le titre à celle qui gagne la Tag League, ou sinon, bah, tu patientes justement, vu que c'est la Tag League, pour retrouver des challengeuses le temps que Natsupoi se remette à voir, sachant que Azumi, de toute façon, il l'a fait avec Miyu Hamasaki, donc il y a très peu de chances qu'elle la gagne. Donc, je sais pas, on est un peu perdu. Ça fait déjà un moment qu'on est perdu dans cette division tag, vu comme elle est bookée. Donc, on va voir. En tout cas, pour le match, je pense que Azumi va gagner et je l'espère. Ouais, moi je pense juste que de toute façon la Tag League va servir à trouver d'autres challengers. Saori et Natsupoi, ils ont pas vraiment à s'inquiéter. Elles défendront leur titre sûrement en janvier quand Natsupoi reviendra, si elle revient pas avant la fin de l'année. Sinon, ce sera Dream Kingdom et puis voilà quoi. Et Azumi, juste, elle aura pas eu son shot avec Utami quoi. Ça va être oublié et puis voilà. C'est triste, mais bon. Ce sera pas la seule chose qu'ils ont oublié de faire. Oui, bon, ça. Match suivant. Le match suivant, j'ai trop hâte. C'est le match que j'attends le plus de toute cette carte et c'est pour ça que le show me hype autant. Le match pardon, en règle UWF, Syuri contre Mina Shirakawa. Alors, quel match. On rappelle que au dernier pay-per-view, c'était pas celui du 30 septembre, c'était pas au 5 Star, c'était celui encore avant. Syuri avait dit que ça faisait longtemps qu'elle s'était pas fait un petit UWF, donc elle cherchait quelqu'un pour l'affronter. Et Mina a répondu présente. Et on sait que Mina s'entraîne au Jiu-Jitsu depuis 2021, je crois. Non, même 2020. Je me souviens ces vlogs qu'elle faisait avec Thunder Rosa à l'époque où elle était chez TJP. Donc ouais, ça fait au moins depuis 2020, peut-être même 2019 ou 2018, j'en sais rien. Mais en tout cas, depuis que je la connais, elle s'y entraîne. Donc j'ai hâte de voir ça. En plus, on rappelle que voilà, dans le Jiu-Jitsu, c'est tout ce qui est pied, poing et un petit peu de sol. Enfin même, ouais, et du sol. Donc évidemment, ça inclut aussi pied-point. Donc ça va être intéressant. Elle poste beaucoup de photos où elle s'entraîne à mettre des kicks, à faire des petits enchaînements sur les pattes d'ours et tout. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'attends ce moment depuis 2 ans maintenant, de voir ce qu'elle vaut en sport de combat. Donc évidemment j'ai très hâte et j'ai hâte de vous review tout ça. Mais je pense que ça va sans dire que Syuri va remporter. Mais bon, je pense que Mina va faire une belle perf et que ça finira avec quand même beaucoup de respect pour Mina, en tout cas pour ma part, sans aucun doute.
De toute façon, sport de combat, machin, enfin, ça reste du catch, hein, c'est un UWF qui sera worké, où Syuri va absolument tout faire pour mettre en avant Mina, avec Syuri qui guidera un petit peu tout ça. C'est évident que Syuri va gagner, hein. Ça fait des mois depuis qu'on a l'annonce que je dis que Syuri va gagner 5-3 parce qu'il faut quand même respecter un petit peu Mina, voilà. Elle va essayer de nous faire ces combos qu'elle fait parfois dans certains matchs que Syuri va tout faire pour vendre. Elle va avoir des petits moments de domination, voilà, parce que c'est normal. Et puis voilà, quoi, ça va être un truc qui va se valoir un petit peu sérieux où voilà, ça devrait être un bon match si Syuri réussit à élever un petit peu tout ça. Et puis je pense que ça devrait se passer à peu près comme ça, quoi. Il n'y a pas besoin, je pense, dans un IWF d'en faire tout un foin. Voilà, on va regarder ça, il y aura 5-3, voilà, merci, et puis ciao, quoi. En fait, moi, c'est juste que je veux qu'elle puisse prouver à tout le monde ce qu'elle vaut en termes de technique, en termes de... euh, ouais, techniquement, en termes peut-être d'agilité en quelque sorte, en termes de beaucoup de choses, tout ce qui est arts martiaux, etc. Et j'aimerais qu'elle puisse montrer que, en fait, elle en est capable, elle est capable de tenir un combat comme ça. Évidemment que c'est scripté et tout, mais c'est juste par rapport à ce qu'elle sera capable de montrer sur vraiment l'aspect physique des coups. Pas spécialement sur le résultat ou quoi, et juste prouver que voilà, elle a ce qu'il faut et que son entraînement paye pour montrer que c'est une combattante, bon, certes pas aussi douée que Syuri, mais que malgré tout son travail paye et que elle s'y entraîne pas dans le vide et qu'elle en est totalement capable, quoi. Ben, j'espère qu'il va nous mettre un peu d'impact, hein, parce que ces coups d'avant-bras et ces coups de pied dans les shows de Stardom, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus impactant. Donc j'espère qu'elle va forcer un petit peu la dose. D'autant plus que Syuri va pouvoir encaisser largement. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'elle va envoyer des coups assez puissants, essayer de rendre ça un peu plus crédible que ses assauts habituels dans les shows normales, quoi. Enfin, Voilà, dans les shows normaux. c'est mon point de base. C'est tout ce que je veux voir également. Et c'est pour ça que je dis laissez-lui une chance parce que je pense que elle peut prouver. Et là, elle a la possibilité de prouver. Donc, laissez-lui une chance et je suis sûr qu'elle aura de quoi nous ravir. Match suivant. Contrairement au match qui arrive. Le match pour les titres artistes, on a Julia, Mai Sakurai et Tekla qui vont défendre leurs titres contre Suzu Suzuki, Maika et Megan Bayne. Donc on rappelle que c'était au... Ah, je me souviens plus de la date, mais c'était au Korakuen. Je crois que c'était ouais, début septembre. Je crois que ouais, genre le 9 septembre ou le début septembre, où on avait eu le Julia Maika, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on avait eu ce truc là où Maika avait perdu. Et du coup, elle avait dit qu'elle voulait raffronter Julia, mais cette fois-ci pour les titres artistes. Et qu'elle voulait Megan Bayne avec elle. Et que avec Suzu, elles allaient aller chercher les titres. Donc, voilà pour la storyline. Pour ma part, c'est un petit peu compliqué à juger. Je pense que même si Mai Sakurai est de retour depuis sa blessure, qu'on voit un peu plus Tekla et qu'ils essaient de mettre plus en avant Mai Sakurai à travers sa gimmick, j'ai peur que Julia déjà perde le titre, puisqu'elle a son titre Strong sur lequel ils vont peut-être vouloir plus capitaliser. Donc ça me choquerait pas qu'elle remporte les titres à 3. Ouais, je vais prendre un léger risque et dire qu'il va y avoir des nouvelles championnes avec potentiellement du coup Suzu qui aura 2 titres avant la fin de l'année, quoi. Déjà, je vois pas Suzu gagner contre Tam, donc si elle gagne les artistes, ça diminuera encore les chances qu'elle batte Tam derrière. Du coup, j'espère qu'elle va gagner. Et puis, au moins, en termes d'écriture potentielle, ça serait quand même plus intéressant de faire gagner les challengers que les championnes actuelles. Déjà parce qu'il y a Maika au milieu qui est censée être de l'autre côté. Donc, si elle bat quand même Julia, même si, bon, ça fait quelques temps où elle continue de se serrer la main, voilà, Julia continue de soutenir Maika, mais bon, ça lui prend le titre, ça sera peut-être une autre histoire. Ça permettrait éventuellement de lancer le clan avec les trois
si elle gagne les artistes, ça enverrait Suzu challenger avec un titre autour des hanches, bon, même si c'est les artistes. Donc en termes de possibilités d'écriture, en tout cas, je trouverais ça bien plus intéressant de faire gagner les challengeuses, même si ça me ferait de la peine pour Mai et Tekla, surtout pour Tekla qui déjà n'a pas grand-chose. Donc si en plus elle perd les artistes, la pauvre, elle va pas faire grand-chose d'autre. Donc à voir. Je préférerais que ça conserve, mais dans une optique, on va dire, de booking intéressant et pertinent. Je pense qu'ils vont partir sur la victoire des challengeuses. Après aussi, par rapport, tu parlais à la création du clan, ça dépend de combien de temps Megan Bayne va rester, parce que je pense pas qu'ils vont créer un clan si elle part d'ici la fin de l'année ou d'ici janvier-février, quoi. Donc, Ouais, mais ils pourront éventuellement récupérer Mei derrière. Il faut pas oublier que Hanako a pas de clan, Aya Sakura a pas de clan, il y a trois masqués qui sont arrivés, il y a une autre masquée qui était là, il y a Miyagi qui peut faire le taf sur 2 mois à la limite. Enfin, il y a des possibilités. En ce moment, il y a pas mal de possibilités, donc à voir, à voir. ouais, dans ce cas-là, il faudrait aussi euh, re- comment le dire, repeupler, on va dire, enfin, genre, agrandir un peu plus des DM si Maika perd, parce que du coup, elles seront limitées à quoi? À 3? Julia, Mai et Tekla, non? J'oublie Ce personne. serait le moment pour envoyer les DC dedans, quoi. Ah, j'avoue, les DC, ça pourrait être pas mal. Donc ouais, on va voir comment ça avance, mais Mais j'espère en bon, tout ça cas que... ressemblerait, euh, ça ressemblerait à un bon clan de jobbers, par contre, après, hein. Ouais, c'est sûr. Bon, peut-être Mai Sakurai qui va être push, ou Tekla qui peut aller chercher un titre, ce serait bien, ouais, mais bon. Lesquels? J'aimerais bien... Après, c'est très ambitieux, mais un titre, genre ouais, le titre Strong, un truc comme ça, ce serait pas mal. En plus là, elle est partie en Chine, faire je sais plus quoi. Je sais pas si on en sait plus, mais elle est partie en Chine là, pour Stardom, comme Waka était parti en Thaïlande. Donc ils sont en train de lancer un truc un peu du côté tout asiatique quoi. Donc je sais pas exactement ce qu'ils sont en train de préparer, mais à voir. Le match d'après, prépare-toi. Le match pour le titre Wonder, Mirai contre Momo. Je te laisse la parole. Ben, allez voir le design de la match card entre Mirai et Momo et je fais exactement la même tête que Momo, quoi. C'est-à-dire que, putain, mais pourquoi? C'est scandaleux, tout bonnement, quand tu es incapable de booker quelque chose correctement pour le titre Wonder et que tu te dis, bon, bah, on va aller se coucher Momo, bah voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, ça me dégoûte, voilà, une fois de plus. On rappelle rapidement ce qui s'est passé. Il y a Momo qui allonge Mirai au premier tour du Cinderella. Du Elle ne 5 star, non? challenge pas. Elle quitte. Ah non, pardon. Oui, du 5 star, pardon. Ouais, Ok. j'ai bugué. Parce que j'ai vu la ceinture blanche. C'est pour ça qu'il y a Momo qui bat Mirai au premier jour du 5 star, qui du coup s'en va en laissant Mirai les bras croisés au milieu du ring. Elle ne challenge pas parce qu'on le rappelle qu'elle ne s'intéresse plus du tout à cette Wonder. La dernière fois qu'elle a challengé, c'était pour essayer de protéger son record des mains de Saya Kamitani. Donc là, à la limite, qu'elle challenge, c'était pertinent pour essayer de protéger son record. Et bon, elle a clairement dit que ça ne l'intéressait pas. Et au Dreamtag spécial festival où elle était avec Momokogo, elle avait pas envie de faire le match, elle a tapé sur tout le monde. Et à la fin, elle a dit bon, bah finalement, je vais challenger Mirai parce que même si je m'en fous de la Wonder, si je peux la refaire pleurer encore un petit coup, bah ça sera pas mal. Voilà le booking quoi. Donc on a quelqu'un qui n'est pas intéressé par le titre et qui dans un show où il y avait Mireille dans le match n'était pas concerné, prend le micro et dit oh bah finalement je vais quand même y aller quoi. Bon bah voilà, Momo va se coucher hein, une fois de plus et puis voilà, on aura donné Konami, maintenant on va donner Momo. Ah bah le règne, il y aura des belles défenses hein, mais bon, ça me saoule mais bon, je suis habitué. Voilà. Hmm, que dire, que dire, que dire. D'un certain côté, je vais pas dire que c'est bien non plus, mais je trouve pas ça si déplaisant le fait que Momo dise j'ai envie de t'enlever la ceinture même si je m'en fiche. Parce que en fait c'est le côté heal et ce qu'elle veut c'est juste en fait lui enlever ce qui lui est le plus précieux. Donc c'est comme ça que je vois la storyline et que même elle nous est présentée. Donc ça me gêne pas plus que ça au final en y Ouais, sauf, réfléchissant. sauf que
pourquoi elle s'en prendra à Mirai alors qu'elles ont qu'une histoire entre les deux? C'est pas comme si le titre il était sur Azumi ou Tami, voire Mayu à la limite, ou enfin, je sais pas, Mirai elle s'en fout quoi. Donc pourquoi une haine comme ça de Mirai là? Enfin, la Wonder, limite, on s'en fout de là-dedans. À la limite, si elle voudrait enlever le titre à quelqu'un avec qui elle avait une réelle histoire, moi je veux bien, mais avec Mirai, voilà quoi. J'en sais rien, pourquoi une telle haine? Après, d'un autre côté, elle est heal. C'est comme si tu me demandais pourquoi Natsuko, elle veut fracasser telle personne précisément avec sa truc là. C'est comme Momo, elle attaque tout le monde avec sa batte, mais elle déteste tout le monde quoi au final. Donc, c'est. Comme moi. Ouais, voilà. Donc, voilà, moi ça me gêne pas plus que ça. Après, le problème, il est dans la division. Ouais, dans la division Wonder peut-être, parce qu'en fait, c'est souvent pareil, c'est souvent les mêmes catcheuses. Et en fait, c'est un problème qui est arrivé, je trouve, depuis le règne de Sayaka Mitani, c'est qu'en fait, il a duré tellement longtemps que on a vu quasiment tout le roster qui est passé. Donc maintenant, en fait, on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui challenge. Et en fait, c'est même plus intéressant. Il y a rien de, ouais, il y a rien de spécialement intéressant. Avec un règne à 15 défenses, en fait, elles y sont toutes passées. Donc, en fait, il y en a qui challenge 2 fois dans l'année, qu'on voit 2 fois dans l'année, et c'est pas spécialement intéressant. Et du coup, tu peux pas faire de nouvelles affiches parce que, en fait, t'as fait tout le monde. Et tu peux pas faire un truc avec de l'histoire parce que Mirai, elle a pas encore assez d'histoire dans Stardom. Donc, le problème, il est surtout là. Donc, on peut envoyer les noms qu'on veut à Mirai. En plus, ça changera pas grand-chose au match en lui-même. On sait de quoi Mirai est capable. La seule truc qui aurait pu être intéressante, et je dis ça objectivement parce que vous savez ce que j'en pense, hein, mais ça aurait été contre Maika. Ça va sûrement arriver. Mais déjà, ça me semblerait plus intéressant sur le papier. Après, évidemment, bon, voilà, c'est Momo, on sait tout ce qu'elle va perdre. C'est juste, on la ramène comme ça, comme on aurait pu ramener n'importe quelle autre catcheuse. Donc, ouais, Azuki par exemple. je pensais à elle précisément et c'est pour ça que j'ai pas voulu le mentionner. Mais oui, sûrement qu'elle va y passer, malheureusement. Je sais pas quoi dire, j'en sais rien. Juste, en fait, pour moi, tout ce que j'espère, c'est que Mirai elle perde son titre rapidement. Je me Bah, rappelle aussi. si c'est pour le perdre contre Maika, c'est du pareil au même, hein. Ouais, 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 mais bon, une fois que ce sera passé ça. J'attends juste qu'on ait une catcheuse voilà, qui a les épaules. J'en ai parlé dans le débat, mais il me faut Azuki Champion Wonder. Elle a tout pour, elle a tout pour cette ceinture, littéralement. Donc, ce serait incroyable. Le règne serait magnifique. Entre les défenses, l'histoire qu'elle a avec toutes les catcheuses, le fait qu'elle soit capable de carry une catcheuse et tout. Enfin bref, je vais pas partir plus loin, ça ferait perdre du temps inutilement. Et puis là, c'est pas le sujet. Mais voilà, moi, il me tarde juste que Mirai le perde. Et si c'est contre Momo, je me rappellerai de la promesse que tu as faite il y a quelques épisodes. C'était quoi? Payer un abonnement au site Ding Live à quelqu'un? Ouais, non, à tout le monde, je crois, t'avais dit. Oh Je non, il faut aider réécouterai tout le monde, l'épisode. c'est exagéré. De Bon, allez, vas-y, c'est bon. Il y a tellement peu toute de façon, il va chance. perdre. Donc, ouais. Non, on verra, oui, 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 mais. Ou à une personne. Ouais, on tirera une personne au sort, ouais, voilà, c'est ça qu'on avait dit. Donc, voilà. Si Momo gagne, rappelez-vous de ça. Bon, match suivant. On parlait d'Azuki. Elle sera là avec sa copine Koguma et son élève Sayaida, puisque c'est elle qui l'a entraîné. Et en fait, les trois seront là pour le tout dernier match de Kairi, en tout cas chez Stardom. Et je pense que. Bon, non, en vrai, je pense même pas que ce sera son tout dernier match de sa carrière chez Stardom. Il y a moyen qu'elle revienne dans quelques années. On a vu comment c'était chez VVE là. Elle est revenue, donc ça me choquerait même pas. Ou même qu'elle challenge pour le titre Strong ou IWGP. Donc le dernier match, c'est juste sur le papier, je pense, hein. Mais bon. Dans 10 ans, elle viendra faire un Rumble, un show Ouais, anniversaire, voilà, quoi. exactement. Et du coup, elle sera avec la légende Nanae Takahashi La légende! et Mayu Iwatani. Donc voilà, ça va être un match, je pense, vraiment bon. Bon, il n'y a pas à en douter. Je pense que ça va être émouvant sur la fin, puisque Kairi va partir, etc. Et après, pour donner ouais, un pronostic, bon, ça me semble logique qu'il y ait l'équipe d'Azuki qui s'allonge. De toute façon, Azuki qui s'allonge, bon, rien de nouveau. Et j'ai même peur que ce soit même pas Sayaida qui prenne le pin, puisque maintenant elle est championne. Elle a un léger élan.
Donc moi j'ai peur que ce soit Azuki ou Koguma, hein. Donc si c'est Koguma, franchement une petite pensée pour Pip. Et si c'est Azuki, voilà, on va continuer. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, hein, mais le match en tout cas en lui-même, pour rester positif, il sera bien, il n'y a aucun doute là-dessus. Il sera sûrement très émouvant et ça mettra, je pense que ça tournera en tout cas une page dans l'histoire de Stardom, puisque Kairi c'est pas n'importe qui, en plus avec Mayu et Nanae, donc ça va quand même être marquant. Ouais, ouais, ça va être très très bien. Ça va être, il y aura un peu d'émotion à la fin, qui arrive à nous faire sa plus belle descente du coude. Après, à savoir sur laquelle, je ne sais pas. Je pense quand même que Saya va perdre. Même si elle est championne New Blood, là, c'est quand même trois très très grands noms de la compagnie. Donc, je pense que Saya va y passer. Après, elle peut prendre l'enchaînement des trois finishes pour la protéger un petit peu. Une petite dragonne, le splash et la descente du coude. Voilà, comme ça, elle prend pas non plus un pin un peu à la con. Donc, non, ça va être très très bien. Et je pense que Kerry va voir le tomber sur Saya. À moins que la légende ne gagne le match. Parce que, ouais, c'est quand même la légende. Donc, Ouais, mais tout ça c'est compris, possible aussi. comme diraient certains. D'accord. Enfin bon. On passe au match suivant. Pour le main event, pour la ceinture Ah! rouge, on a Tam qui va défendre contre Natsuko. Euh, voilà. De toute façon, c'était. Ouais, c'est parce qu'elle a battu Tam. Du coup, elle l'a challengé pendant le 5 star là. Bon, ça me semble logique, hein, Tam va conserver. Ça fait plaisir de voir une affiche comme ça pour Natsuko, mais elle a déjà été foutue en l'air par Suzu. Donc, j'en pense pas non plus. J'ai pas une énorme hype parce que je sais déjà que Natsuko va perdre et c'est dommage. Il nous laisse même pas espérer. Donc voilà, Tam va conserver. J'espère juste que Natsuko va pouvoir montrer de quoi elle est capable et pas utiliser non plus trop de tricherie. Puisque en plus de ça, dans le show du 1er octobre au Korakuen, à la fin du match, il y a Tam qui propose à Natsuko de l'affronter vraiment en 1 contre 1 et qu'il n'y ait pas toute celle d'Oedotai qui soit autour du ring. Elle dit écoute, viens, on s'affronte 1 contre 1, face to face, comme on dit, et voilà, il n'y a personne autour. Et on voit qui est la plus forte, quoi. Donc j'espère que Natsuko, du coup, elle va vraiment pouvoir montrer de quoi elle est capable et essayer de faire fermer la bouche de tous ces haters et montrer ouais, que c'est pas n'importe qui et que si jamais elle veut se donner, ben en fait elle est capable et que c'est une très bonne catcheuse, quoi. D'ailleurs, Natsuko n'a pas répondu à la proposition de Tam, hein, sur le faire un contre 1 sans personne au bar du ring. Donc, je pense que Odeota il viendra. Et puis, de toute façon, même s'il avait dit oui, il serait quand même venu. Et bien évidemment que j'ai énormément de hype. Mais par contre, il faut que mon cerveau accepte d'oublier le fait que le 5 star est terminé, que c'est Suzu qui l'a gagné et que le match est déjà prévu pour la suite. Mais si mon cerveau est capable d'oublier ça et qu'on me dit sur le papier, t'as un Tam Natsuko pour la Red Belt avec Natsuko qui en momentum a battu toutes les leaders de clan dans le 5 star, avec en plus le fait que j'attends que Natsuko ait à nouveau un match pour un titre majeur, sachant que le dernier malheureusement il n'a pas pu le finir puisqu'elle s'est blessée pendant le match qu'il avait obtenu pour le titre solo là, donc ça fait depuis ce temps-là que j'attends. D'ailleurs, Utami nous avait cassé le retour de Natsuko en la battant, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, j'ai une grande hype quand même en omettant volontairement la suite du booking. Je pense que le match va être très très bien. Je pense que Natsuko va régaler. C'est une excellente catcheuse capable de faire beaucoup de choses, qui a un moveset beaucoup plus conséquent qu'on pourrait le penser. Elle est même capable de faire un peu de voltige avec ses Swanton. Donc c'est une excellente catcheuse. J'espère que ça va se voir dans le match. En plus, le côté brutal de Natsuko avec la manière de vendre de Tam, ça peut être vraiment quelque chose de très très bien avec Tam en underdog qui s'arrache tout le match et qui finit par passer son Violetto Screwdriver à la fin. C'est extrêmement prometteur sur le papier. C'est vraiment le genre de match que j'ai envie de voir à la Stardom. Voilà, c'est un peu la vieille Stardom que je défends sans cesse. Donc j'ai une grande hype, même si le résultat effectivement semble évident. Ok.
Écoutez, je pense que ouais, ce sera tout pour cette partie Stardom. On y reviendra de toute façon la semaine prochaine pour ce pay-per-view. On vous fera une petite review de tout ça. Et on va passer sans plus tarder à la partie Seed Link. Donc c'est parti. Donc, Seedling, ça sera le 10 octobre au Shinjuku Face, du coup. Donc, on a 5 matchs avec un match de titre qui va main eventer le show. Mais d'abord, l'opener avec Hiroyo Matsumoto contre Kria. Donc, on est dans la même optique que lors du show précédent avec Kria qui revient. On rappelle qu'entre les deux shows, il y a eu un match à la Purgie avec Nakajima qui était allé faire un tour en équipe avec Nakamori contre Iko Kaiju et Kria. Donc du coup, voilà, Kria a été mêlée un petit peu avec Seedling. Donc là, voilà, elle revient contre Hiroyo Matsumoto, ancienne championne solo, ancienne championne par équipe également. Donc voilà, on va lui donner un autre gros match. Et moi, je suis content de voir du moins l'entente avec la Purgie se poursuivre. J'ai quand même une attache assez particulière avec cette compagnie. C'est quand même la suite de la grande JWP que j'adore. Donc voir les deux faits de bosser ensemble, ça me régale. Donc on va être dans le même type d'opener, un opener basé, on va dire, sur le work rate, parce qu'il n'y a pas spécialement d'histoire entre les deux. Donc voilà, ça va être, on va dire, une démonstration de catch qui devrait durer une dizaine de minutes avec Hiroyo qui devrait gagner sans grande surprise, je pense. Ouais, Krea, j'avais bien aimé au dernier show. Matsumoto, je l'aime bien. Donc, ouais, pour un opener, ça peut faire le taf, quoi. Et je pense que Matsumoto va gagner malgré tout. Voilà, c'est pas non plus un match qui me hype de ouf, mais ça va faire le taf, quoi. Ensuite, on a Chichi d'Evolution qui va venir pour la première fois. Elle sera face au grand frère Aniki Ryo Mizunami. Donc Ryo Mizunami qui va nous régaler dans l'acting. C'est probable que ça parte un peu en comédie ou je sais pas. En tout cas, Ryo Mizunami, j'arrive jamais à prononcer son nom sans bugger, c'est terrible. Mizunami va mettre la bonne ambiance avec la gimmick de Chichi. Ça peut coller, voilà, je la connais pas spécialement. Généralement, de toute façon, je pense que vous en doutez, c'est pas non plus mon genre de gimmick. Après, voilà, je vais voir ce que ça donne. J'ai pas non plus vu grand-chose d'elle. Donc, Ryo Mizunami va gagner, ça fait aucun doute. Mais voilà, si on commence à faire venir les filles d'Evolution, peut-être que d'autres viendront par la suite. Donc, voilà, pourquoi pas, ça peut renouveler un petit peu. Le roster, voilà, il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est qu'il y a moyen que ça soit un bon moment avec le public, un petit peu d'entertainment, de divertissement. On va voir, mais Rio va gagner sans aucun doute, je pense. Ouais, moi, Chichi, j'en ai entendu parler, disons, rapidement. Euh, Ça a l'air d'être ouais, une bonne catcheuse, une catcheuse sympa du peu que j'ai vu. Euh, et je sais plus si c'était elle que j'avais vue contre Haruka la dernière fois. Mais c'est fort probable. Euh, et en vrai, le match est pas si mauvais sur l'affiche. Donc ouais, je pense que le match peut être pas mal. Rio de toute façon toujours elle régale. Et Chichi, ouais, comme j'ai dit, j'en ai entendu du bien. J'ai vu quelques trucs vite fait passer. Et non, c'était pas elle qui avait affronté Haruka, pardon, je confonds avec Yuri. Mais ouais, en tout cas, je suis intéressé pour voir ce qu'elle va donner. Et face à quelqu'un comme Ryo Mizunami, pourquoi pas. Franchement, ça donne un peu envie sur le papier. J'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer et de voir ce qu'elle vaut dans un ring. Ouais, donc, elle va malgré tout perdre, hein, ça me semble évident contre Ryo Mizunami. Mais bon, je pense que le match va être sympa, quoi. Ensuite, on passe à un 4 contre 4, c'est-à-dire la Sego, les fraises égoïstes, avec fraises égoïstes originales d'ailleurs, avec Makoto Veni, donc voilà, sous officiellement, enfin son nouveau nom, enfin il s'appelait déjà Veni, mais il y avait aussi avec Asuka, mais maintenant c'est Veni uniquement. Veni Makoto et Mima Shimoda, elles seront accompagnées de Saki Akai qui est dans sa tournée finale, et elles affronteront
Natsu Sumire, Itsuki Aoki, Misa Kagura et Miyuki Takase. Sauf que voilà, Miyuki Takase est blessée et elle ne pourra pas venir. Elle est donc remplacée par Mio Momono. D'ailleurs, Sid a annoncé qu'ils allaient faire un petit événement à leur bar avec Miyuki Takase, voilà, pour la soutenir un petit peu aussi pendant qu'elle est blessée. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc on continue la fameuse histoire entre Natsu Sumire et Makoto, avec Natsu Sumire qui a fait une proposition au dernier show à Makoto pour foutre un petit peu le bordel avec une gimmick que Sidling, voilà, visiblement ne souhaite pas pour l'instant accepter, avec des catcheuses de l'équipe de Natsu au dernier show qui ne voulaient même pas travailler avec elle. On se rappelle que Ayame Sasamura voulait même pas lui passer le tag, ou alors elle s'essuyait la main quand elle le faisait. Son autre partenaire faisait exprès de ne pas être à côté du coin pour ne pas prendre le tag. Donc voilà, est-ce que ces trois-là voudront travailler avec Natsu Sumire? On ne sait pas. Est-ce qu'elle va quand même s'en sortir? Et moi, ce qui m'intéresse surtout, bah, de toute façon, depuis que Natsu est là, j'annonce qu'il y a un truc qui va se passer avec la Sego. Donc visiblement, on a l'air d'en prendre on a l'air d'en prendre le chemin. Donc ça va être à surveiller. En tout cas, ça m'intéresse de voir Natsu Sumire là-dedans. Est-ce qu'elle va glisser du côté de la Sego ou pas? Donc voilà, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse. Le résultat, franchement, c'est difficile. Makoto peut très bien gagner pour faire durer un petit peu le truc et repousser Natsu Sumire, ou je pense que Natsu pourrait battre ou Makoto une deuxième fois, ou à la limite Mima Shimoda s'il accepterait de se coucher pour mettre un petit peu plus de pression et on va dire d'arguments pour, euh, pour faire accroître sa proposition envers Makoto. Donc c'est vraiment ouvert, il y a deux possibilités de booking différentes qui mèneront de toute façon à la même chose, mais là c'est difficile à pronostiquer. Si je dois tenter quelque chose, je dirais quand même Natsu pour continuer de mettre la pression, mais là c'est plus difficile à prévoir, je pense. Moi, il y a aucune hype. Je vois un papier comme ça, aucune hype. Bon, déjà, on est sur un match tag, mais en plus à 8, donc bon, ça aide pas. Les catcheuses qu'il y a dedans, ça aide pas non plus. Saki Akai que j'aime bien, heureusement, ça fait plaisir. Le reste, je m'en fiche. Natsu Sumire, Mono? non, désolé Mimomono, mais j'accroche pas. Oh, toi, t'aimes Natsu, les babyface. ouais, mais bon, Mio, c'est compliqué quoi, je sais pas, rien de spécial, j'arrive pas à accrocher. Elle est peut-être trop douée par rapport à celle que Non, t'aimes rien. soutenir. J'espère juste que Natsu elle va régaler comme elle régale d'habitude, dans son entrée, tout ça, qu'elle va faire du comédie, qu'elle va régaler. C'est le seul truc qui me permettra de passer un bon moment devant le show, enfin devant le match, peut-être même devant le show d'ailleurs. Saki Akai, en tout cas, comme je l'ai dit, ouais, je suis content. Je l'aime bien, c'est une bonne catcheuse et elle va prendre sa retraite. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer dans le ring. Je la verrais même peut-être bien, malheureusement, prendre le pin. Ça me semblerait même pas choquant pour que Natsu ait la victoire. Donc ce sera mon pronostic, je pense. Mais j'ai vraiment aucune hype. Je sais pas, pourquoi autant de monde dans un match comme ça. Voilà, j'ai pas d'intérêt, pas plus. Je m'en fiche, quoi. Juste le résultat, voir ce que ça va donner, voir ce que Saki Akai va proposer. Natsu qui régale 5 minutes et puis basta, quoi. Pourtant, les matchs clan contre clan à 4 contre 4, t'as l'habitude d'en manger, et puis bien plus souvent qu'une fois par mois. Ouais, mais pourtant, c'est Stardom, et comme je l'ai dit, n'importe qui en fait du roster, ça m'intéresse. Donc, vu que en fait, n'importe quelle catcheuse dans le roster, peu importe qui elle affronte, etc., il y a cet engouement derrière tout le produit, derrière toutes les catcheuses Derrière dans sa Ami Souré, globalité. Aiki Oui, Atani, mais voilà. bon, Amisure, elle affronte pas Amisure, quoi, donc ça va. Même si tu me mets Amisure et Julia, je préfère largement regarder ça que regarder ce match tag de Seedling, quoi. Donc, Oh là là. ah oui, oui, oui. Ensuite, on a les Oh légendes. là 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 Oui, là. les légendes. Eh, mais on Oh a la là maison là, de retraite, c'est Kaoru, pas possible. L'EHPAD. Kaori, la légende, EHPADling. Kaoru, n'importe quoi. Le légende Ling, oui. Kaoru Ito, la légende avec Tomoko Watanabe, la légende. C'est donc les seuls qui ont le courage, du coup, d'aller défier Sari et Arisa Nakajima, qui, pour cette dernière, n'est visiblement pas emballée de faire équipe avec Sari. De toute façon, Arisa Nakajima qui ne veut faire équipe visiblement avec personne, si ce n'est pas Tsukasa Fujimoto.
Donc du coup, voilà, ça va être amusant de voir si elles vont être capables de coopérer ou pas, ou s'il y aura de la misco ou un peu le bordel entre les deux. Voilà, Natsu qui passait son temps sur Twitter à dire le gros mot de diable avec le dieu du soleil, vous êtes en train en gros de m'agacer, il n'y a personne qui veut venir vous affronter. Voilà, tout le monde a peur d'affronter la meilleure équipe possible actuelle dans le Joshi avec Nakajima et Sari. Du coup, il n'y a bien que des légendes qui peuvent avoir le courage de venir. Donc voilà, voir ce que ça donne. Moi, de toute façon, vous savez très bien ce que je pense des légendes. Je suis bien content de les voir sur le ring. Enfin, on rappelle quand même que ces deux-là, en 1992, et oui, que des légendes qui sont nées cette année-là, moi le premier, bien évidemment, qui s'affrontaient déjà pour les titres de la JW. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir de les voir. Elles catchent de temps en temps, voilà, devant 200 personnes, alors qu'elles en peuvent plus, elles ont mal partout. C'est clairement par passion qu'elles font encore ça, donc c'est sûrement pas moi qui vais leur dire ouais c'est bon maintenant cassez-vous. Je suis bien content qu'elles puissent encore performer un petit peu. Donc voilà, je vais regarder ça attentivement. Je vais surtout suivre les relations entre Sari et Arisa pendant le match, voir si ça coopère bien ou pas. Je les vois quand même gagner, sauf vraiment grosse misco à la fin, mais je pense que Arisa et Sari va gagner. Alors qui des deux va gagner, je ne sais pas. Je pense que allez, Arisa va gagner, je pense. Après, sur laquelle des deux, je ne sais pas. Peut-être. Allez, on va dire Kaoru Ito, mais je suis pas sûr. Voilà. Moi, honnêtement, je vais dire quelque chose, je pense, de controversé, hein. Mais en fait, je comprends pas pourquoi elles sont toujours là. Euh, d'accord, c'est des légendes, mais là, vu l'âge qu'elles ont, elles nous ont régalé, elles ont fait des choses superbes. Un grand merci à elles et j'ai que du respect pour elles. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut voilà, arrêter, surtout à cet âge-là. Ou alors, en tout cas, ne pas les mettre aussi haut dans la carte. Parce que, ben, en fait, c'est juste pas possible de regarder ça. C'est extrêmement lent, c'est extrêmement ennuyant. D'accord, c'est des légendes, mais ça reste le nom. Et au final, c'est des êtres humains comme tout le monde. Et à cet âge-là, elles ont plus le physique pour sortir des énormes perfs. Donc, je vois pas l'intérêt de les mettre aussi haut dans la carte. Là, ils pouvaient prendre deux autres catcheuses, je sais pas, qui passaient bien pour continuer la storyline entre Sari et Arisa Nakajima. Évidemment, du respect pour le fait qu'elles continuent de catcher, mais c'est juste que pour moi, elles ont fait leur temps. Et voilà, là, c'est une génération différente. Ça peut être bien pour mettre en avant de nouvelles catcheuses, des rookies ou quoi, mais dans un match aussi gros que là, le co-main event, voilà, je suis vraiment pas fan. J'ai vraiment aucune hype. Surtout en plus Kaoru Ito, voilà, je suis loin d'être son plus grand fan et en plus à cet âge-là. Donc voilà. Évidemment, encore une fois, que du respect pour elle, hein, mais ça m'intéresse absolument pas. Je sais que je vais m'ennuyer et que ça va être de longues minutes à passer. Donc voilà, évidemment que Harissa et Sari vont remporter le match. Ensuite, on passe au main event avec les petites baies jumelles Ayami Sasamura et Riko Kaju qui vont défendre contre Lapidita et Kakedita. Kakedita, à savoir Kakeru Sekiguchi, qui a perdu du coup contre Lapidita et qui a dû se masquer. C'était la. Comment ça s'appelle le Le thème du dé... match là, le, non, non, je sais pas. le- la stipulation du match. Voilà. Ah, J'avais oh, perdu, j'ai rien compris de ce j'avais que tu perdu cherchais. le terme m'avait échappé. Donc voilà, ça fait depuis le début d'année que c'est booké dans la division High Speed le Kakeru Sekiguchi et Rapidita. Ça s'est fini en un contre un que Kakeru a perdu. Comme souvent, quand une rivalité se termine, elles finissent par se mettre ensemble. Elles ont gagné en équipe pour crédibiliser un petit peu l'équipe dans le show précédent. Et du coup, elles sont parties challenger ensemble les championnes par équipe. Avec le petit twist, c'est que si elles gagnent, elles vont défendre. Du coup, si elles gagnent, les titres passeront en high speed, c'est-à-dire que si elles gagnent, toutes les prochaines défenses de titres se feront en high speed jusqu'à ce qu'elles perdent. Donc voilà, ça ajoute un autre petit truc à la storyline. Je ne les vois
pas gagner. Je pense que les petites baies jumelles vont conserver, mais voilà, l'équipe m'amuse entre les deux. En plus, c'est deux très bonnes catcheuses. Ça me régale en plus dans leur gimmick. Voilà, elles ont amené un petit peu de divertissement avec le fait que les deux en ont oublié leur japonais. Voilà, c'est assez amusant. Voilà, elles ont un gros spot en main event pour les titres. Après ce qu'elles ont donné depuis le début d'année dans la division High Speed, c'est mérité. Donc je suis content pour elles. Le match va être sympa et j'aimerais bien que ça soit Yame qui fasse le tombé final cette fois. Après, sur qui, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un peu d'embrouille entre Rapi et Kakeditas, c'est à voir aussi. Mais je pense que. Et j'aimerais que ça soit Yame qui fasse le tombé cette fois-ci. Ouais, même la storyline, j'arrive pas. Pourtant, c'est dommage, hein, parce que la Pidita, je l'aimais bien. Elle est cool. Elle était fun et tout, mais là, avec Akedita et tout, je trouve que ça manque beaucoup de construction pour les amener au titre. Elles ont encore eu qu'un seul match ensemble. Ça manque de beaucoup d'éléments, etc. pour créer une storyline. Donc là, on est sur le truc basique de ouais, on a remporté un match quoi, et du coup, ça nous permet de challenger. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse, surtout en plus avec leur gimmick actuel. Du moins, enfin, leur gimmick actuel, ça aurait pu être bien, mais du coup, si on avait eu beaucoup plus d'éléments pour créer plus de storytelling dans le match, là, du coup, il n'y a pas grand-chose, quoi, et avec leur gimmick, je... Non, j'ai vraiment aucun intérêt. Et en plus, ça me semble logique que les championnes conservent, vu que ça fait pas longtemps qu'elles ont les titres. Donc oui, je pense qu'il y aura un problème de communication entre les deux. Du moins, j'imagine que c'est comme ça qu'ils vont les faire perdre. Et voilà, je sais même pas, je sais même pas comment décrire mon manque de hype. C'est pas juste de la méchanceté gratuite, c'est juste que ben, en fait, il y a vraiment rien qui m'intéresse dans la construction. Je trouve que ça manque de plein de choses. J'ai aucun intérêt dedans et même dans tout le show en général. Donc je m'en excuse, je veux pas casser toute la hype, mais voilà, ouais, pour le show, très peu de hype. Bon, après, t'as pas de hype, c'est comme ça. Mais après, dire que c'est faible en construction, je trouve quand même ça exagéré, puisque déjà, les championnes, elles sortent de la storyline avec leur leaders. Ensuite, les deux challengeuses sont en storyline depuis le début d'année. Après, qu'il n'y a pas une grosse construction de leur équipe depuis qu'elles sont ensemble, oui, c'est un fait. Après, on n'a pas les moyens de faire 10 shows par mois pour faire de la construction. Tous les bookings, on est obligé aussi de les accélérer. Donc, oui, un match de plus par équipe avec Ayame et Rico dans un 4 contre 4 ou je sais pas quoi, et tu fais gagner les masqués, oui, ok, ça aurait apporté un petit plus, mais on n'a pas déjà foncièrement le temps de le faire. Et quand même, c'est écrit, ça avait été écrit contre les leaders pour les championnes actuelles de leur clan. Et là, pour les challengers, c'est écrit depuis le début d'année. Franchement, avec le peu de temps dont la fête dispose, je trouve que ça fait plus que le travail en termes d'écriture, moi. Mais en fait, le truc, c'est que, d'accord, elles sont ensemble, la storyline ensemble entre Rapidita et Kakeru, mais justement, c'est là en fait tout ce que j'essaie de dire, c'est que elles ont commencé comme ça, qu'on continue cette storyline où maintenant elles essaient de plus consolider l'équipe et on met un petit peu plus de matchs jusqu'à la fin de l'année pour pourquoi pas challenger genre en janvier quoi. Et en attendant faire des matchs pour construire ça et pour les crédibiliser plus en tant qu'équipe parce que là elles ont eu qu'un seul match ensemble donc c'est avec ça que j'ai beaucoup de mal et que je dis que ça manque de construction. Donc voilà, et du coup, ça sera le 10. Le 10 octobre, c'est bien évidemment regardable en live. Et pendant une semaine après la disponibilité d'achat, et ensuite ça arrivera sur le site en VOD, voilà, à la demande un mois après le 10, donc ça serait du coup le 10 novembre. Novembre. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est tout pour cette partie seedling du coup, donc on va passer à la partie actu Joshi, donc c'est parti.
pour cette actu Joshi, j'ai personnellement décidé, bon déjà dans un premier temps, de vous parler du coup des résultats du show d'Ayana qu'il y a eu ce matin. Les légendes! À l'heure où on parle, j'ai toujours pas vu le show, mais j'ai regardé vite fait les résultats. Et de ce qu'on peut voir, bon, il y a quelques trucs un petit peu intéressants, enfin surtout le main event, je vais pas dire tous les résultats qu'il y a eu parce que c'est pas spécialement intéressant, mais bon déjà Haruka a remporté son match, elle était avec Miran et Sayaida comme je l'avais dit, donc voilà on a une catcheuse Stardom qui en plus remporte son match contre Amisure, Ayame et Nanami, donc voilà c'est cool. Il y a Jaguar Yokota qui conserve son titre La légende! et on a des nouvelles championnes tag, Kyoko et Takako Inoue, La légende! La légende! donc voilà. C'est Est-ce je que tu leur demandes à ces filles qui ont construit la Diana et qui mettent en avant toute leur jeune à la Diana de prendre leur retraite également? Bon, je vais rien dire. Mais en Je sais vrai, pas, je te pose la question, ça me semble intéressant. Quand je vois qui est championne dans la fête que soi-disant tu aimes tant, ça te pose alors un problème ou pas? j'aime tant, qui C'est une m'intéresse. question. Qui m'intéresse. Grâce à Haruka, déjà en grande partie, celle qui m'a ouvert les portes de la Diana. Et pour l'instant, je suis encore en train de découvrir, mais je trouve ça intéressant. Et justement, je pense que je pourrais probablement répondre à cette question une fois que j'aurai vu ces deux matchs. Bon, Jaguar Yokota, ouais, elle m'avait pas non plus totalement déplu et au dernier show Stardom. Et là, les nouvelles championnes tag, on va voir ce que ça donne. Donc, évidemment que ça m'emballe pas. J'aurais préféré des catcheuses qui sont plus actuelles. Mais bon, j'attends quand même de voir le match et de voir un petit peu leur règne, voir comment elles se débrouillent dans le ring, parce que ben, au final, j'ai pas vu énormément d'elles. Comme je l'ai dit, Diana, je découvre, je jette juste un pied dans la promotion, j'ai pas les deux, j'ai même pas la tête, j'ai un œil et un pied qui sont dedans. Donc voilà, je découvre petit à petit, je vais voir ce que ça donne là, et je pense que ça va être plutôt pas mal, enfin en tout cas j'espère, et j'ai même hâte de voir le show. Et après, je voulais aborder juste un petit show qui va avoir lieu en indépendant. C'est évidemment le show de Marika Kobashi. Elle a annoncé que elle va produire un show entièrement qui sera en partenariat avec la PPP Tokyo. Elle fait son propre show qui s'appelle Going Gyo Way. Je trouve ça génial. Enfin, c'est un petit jeu de mots avec sa catchphrase, là, le Gyo, enfin Gyau, et du coup avec le Yor. Bref, ça fait un petit jeu de mots. Je trouve ça cool. Je trouve ça bien trouvé. Et pour l'instant, on a deux matchs qui ont été annoncés. Donc Marika Kobashi elle-même qui sera avec les légendes, les Brahman, Brahman Shu, Brahman Case, ça va être incroyable. Et elle affrontera Natsu Sumire et Kentaro Ashisu, pardon, et Takayuki Ueki. Et je trouve que bon, c'est pas non plus, ça va pas être un match exceptionnel, hein, mais en tout cas, ça donne un peu envie. Ueki, je l'aime beaucoup, c'est un super catcher deathmatch et même comédie. Natsu Sumire, bon voilà, j'en ai assez parlé, j'en ai assez dit de bien, surtout chez Seedling. Marika Kobashi que j'aime bien et les Brahman qui me font rire. Que avant je détestais, maintenant je les aime bien. Donc voilà, je pense que ça peut être fun. Je connais pas Kentaro Ashisu, j'avoue, ça me dit rien. Mais je pense que ça va être pas mal. Et le deuxième match qui a été annoncé, c'est Hayato Yoshida contre Jun Masaoka. Je connais pas Hayato Yoshida, mais Jun Masaoka, voilà, qui est chez Freedom et qui a participé au tournoi pour le titre junior. Je sais pas s'il l'est encore. J'ai loupé quelque chose là de Freedom. Mais voilà, donc je pense que ça va être un super match. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'aime beaucoup ce qu'il propose en plus en junior. Donc voilà, pour l'instant, c'est ces deux matchs qui ont été annoncés et ce sera le 4 novembre. Donc je vous en reparlerai sûrement quand toute la carte sera dévoilée. D'ailleurs, en parlant de Marika Kobashi, c'est mon pronostic pour la future recrue de Club Venus. Je Oh mets une là là. pièce
sur Marika Kobashi. J'aimerais beaucoup, et j'en ai parlé sur le serveur Discord, je l'avais pas abordé, c'est vrai, mais en gros, dans la conférence de presse, Mina nous dit qu'il va y avoir une nouvelle recrue chez Club Venus et qu'elle sera entièrement, enfin, qu'elle sera japonaise, quoi, et qu'elle a catché chez New Blood. Donc, on sait pas à quoi s'attendre. Les noms que j'ai en tête, que j'avais en tête en tout cas, c'est Chanyota, Marika Kobashi, potentiellement, pourquoi pas, mais ça, je pense que c'est quand même plus une illusion qu'autre chose à Ruka. J'aimerais bien, vu qu'elle a commencé à New Blood en taguant avec Mina et Unagi, et que maintenant elle a perdu les titres. Donc, ce serait pas mal. J'ai entendu certains dire aussi Anne Chamou, donc on va voir ce que ça donne, mais j'aimerais énormément Marika Kobashi. Je pense que, enfin, vous savez à quel point je l'apprécie, que je l'aime bien, c'est une super catcheuse. Enfin, elle est cool. Enfin, ça Euh, va pas augmenter le work rate du clan, hein. Bon, si, non, franchement, ça va être fun. Et, euh, et j'aimerais bien. J'ai juste, ouais, je, j'ai juste pas d'idée exactement de qui ce sera, mais j'aimerais que ce soit elle. On verra, on verra. Moi, ça va être deux petites choses aussi. Bah, déjà, c'est demain, le 9, ce sera chez Glide. Je sais pas comment tu prononces Je ça. sais pas Je s'ils sais pas, disent t'as même. peut-être des. J'ai entendu dire que c'était genre comme great en anglais, mais genre avec le L. Je sais plus qui avait dit ça, mais ça avait été lancé, il me semble, dans un communiqué officiel quand la promotion s'est lancée. Si je dis pas de bêtises, mais c'est d'après mes souvenirs, donc je veux pas dire de bêtises, mais moi j'ai toujours dit comme ça du coup. Donc je laisse libre cours Mm, à ton imagination. Enfin, Ben, de toute façon, ça fait bien longtemps que j'ai pas regardé un match de la compagnie, puisque les seuls matchs de la Glide du coup que j'ai vu, c'est celui de la légende, quand la légende Nanae Takahashi était allé faire un petit coucou là-bas, mais depuis, j'ai rien revu. Et là, j'ai vu du coup que Arisa Nakajima allait y aller, donc forcément, ça m'intéresse. Et je vois qu'elle fait équipe avec Risa Serra. Alors là, je dis, maman, Arisa Nakajima et Risa Serra qui font équipe ensemble, je ne peux pas le louper. Elle sera en équipe du coup avec Andras Miyagi, là, Michiko du coup, avec Aoi. C'est pour ça que je parlais du coup tout à l'heure dans la review que Andras Miyagi est peut-être venu avec Risa Serra, Aoi et Janakei du coup, puisque à la Glit, elles ont un clan ensemble, là, Daimon égoïste, là, donc pourquoi pas. Et elles seront opposées à Unagi, Itsuki Yaoki, Yurika Oka de la Sendai et Yukari Osokawa. Donc voilà, ça va être demain. Moi, Glitch, généralement, c'est sur YouTube, donc si ça tombe sur YouTube, j'irai voir le match forcément. Et la deuxième chose que je vais aborder, c'est côté Sendai, puisque lors du dernier show, Mika Iwata, qui a récemment gagné le titre, a vu quelqu'un arriver pour faire un face-to-face, et qui est arrivé? C'est Sari, donc forcément ça m'intéresse. Face à face entre Sari et Mika Iwata. Donc, ils ont annoncé faire un match ensemble le 5 novembre au Korakuen. Donc, un match en simple entre Sari et Mika Iwata. Ça me hype. Je ne sais pas encore si ça sera pour le titre ou pas, mais c'est une affiche qui me semble bien prometteuse en tout cas. ouais, bah écoute, on va voir ce que ça donne. Bon, ça me surprend pas si jamais il y avait Arisa Nakajima dedans. Mais ouais, c'est une promotion que je connais très peu, moi en tout cas, et à laquelle j'en ai parlé rapidement en MP avec, je crois que c'était, ouais, enfin, c'est même pas, je crois, c'était avec Joe de Wrestling with Honor. Et voilà, la promotion, c'est ce que je lui disais, la promotion m'attire pas plus que ça, c'est pas Mais spécialement un. laquelle? Glade ou Sendai? Glade. C'est pas spécialement une promotion qui m'intéresse dans le produit en lui-même, même dans les types de matchs et tout. Mais après, là, c'est un match Joshi et c'est pour ça que aussi, même ce qu'a fait Miyagi là-bas, ça m'intéresse. Mais je sais pas, j'arrive même pas à mettre un pied dedans et même elle m'intéresse pas plus que ça. Mais j'en ai entendu que du bien et tout le monde dit que c'est super. Donc je vous recommande de le voir. Et après, évidemment, du côté de Sendai, de toute façon, la promotion, j'aime bien ce qu'ils proposent. Je regarde quand j'ai le temps, on a fait des réactions live. Donc ouais, ça peut être que bon. Donc je te laisserai nous en parler une fois que le show sera fait, quoi.
Donc, c'est tout pour cette actu Joshi. On va passer du coup à la dernière partie. Ah non, pardon, la recommandation de match. Excusez-moi, j'ai failli oublier. Donc, c'est parti. Pour cette recommandation de match, on en a eu deux de la part de nos abonnés Patreon. Donc le premier c'était Pip qui nous recommande Tam contre Natsuko Tora en demi-finale du tournoi pour la ceinture blanche après le départ d'Arisa Oshiki. Donc pour restituer le contexte, il y avait Arisa du coup comme vous le savez qui est partie et qui a dû rendre sa ceinture vacante pour des raisons médicales et elle a mis fin à sa carrière du coup. Et du coup, d'ailleurs, c'était exactement la même date que quand elle était partie en 2012. C'était le 20 mai. Donc voilà, c'était littéralement le même jour. Donc sacrée coïncidence. Et du coup, ils ont organisé un tournoi pour déterminer la prochaine championne Wonder que Julia a remporté du coup. Et du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé à Tam contre Natsuko en demi-finale du tournoi. Natsuko, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, en tout cas ceux qui ont commencé Stardom en 2020. Mais du coup, Natsuko qui devait avoir une opportunité pour le titre contre Arisa Oshiki, c'était en février. Et les deux devaient s'affronter. On avait même eu droit à la conférence de presse et tout. Et c'était un match qui me hypait énormément et que j'avais hâte de voir. Donc c'est pour ça que chaque fois que Natsuko a une opportunité pour le titre Wonder, ça me fait plaisir et ça me rappelle cette opportunité qu'elle devait avoir. Et c'est pour ça que ça m'a donné autant envie de l'avoir contre Julia pour le titre Wonder. Et oui, ce match-là contre Tam était très cool. Ça permet ensuite d'avoir la finale que vous connaissez tous. Et si jamais vous ne connaissez pas, vous verrez une fois que vous aurez vu le match, du coup, mais ça me semble assez logique. Et ouais, c'était un match plutôt pas mal, donc je vous recommande ce match. Je sais pas si tu l'avais vu toi, Ouais, j'ai Miano. bien. Ouais, ouais, si, j'avais suivi un petit peu ça. C'est bien. C'est même très, très bien. Puis en plus, ça fait un petit rappel au match qu'on va avoir Ouais. demain. Donc, c'est c'est plutôt un bon choix. Et en deuxième, on a Drisky qui nous dit que c'est un match ouais, connu. Il dit bon, il est connu, mais le UWF de Suri contre Konami, pour ceux qui l'ont loupé, c'est un petit régal. Effectivement, très bon match UWF. Ça fait un petit clin d'œil au match qu'on va avoir demain. Donc évidemment, je ne peux que le recommander. De toute façon, Suri et Konami. Pardon. Je me souviens que c'était un match qui m'avait beaucoup marqué. Les deux se donnent super bien et on est vraiment pris par le match du début à la fin. Il est tellement bien qu'il paraît court, donc je vous invite vivement à le regarder parce que c'était vraiment super. Je suis pas un grand fan de l'UWF, hein, je l'ai déjà dit, mais le match était très, très cool. Konami là-dedans, ça lui va super bien. Syuri, pas la peine d'en parler, ça lui va très, très bien aussi. Le match était vraiment bien, donc oui, vous ne perdrez pas votre temps si vous allez y jeter un œil en tout cas. Ouais, en plus, avec le look de Konami là, incroyable. Et pour ma part, en recommandation de match, bon, je suis pas allé chercher très loin, très sincèrement. Et vu que je parlais de Diana avec Haruka, j'ai voulu prendre un petit match d'elle. Et je vais vous recommander un match assez court, mais qui m'a beaucoup plu. C'était Haruka Umezaki contre Starlight Kid du Cinderella Tournament. J'en ai parlé, j'en ai fait la review. Allez voir ce match, c'était super, c'était très fun. Et les deux se sont bien donnés, donc voilà. Tu veux parler du draw? Ouais, Ah, ah oui, ah oui, hein. c'était sympa. C'était le Cinderella d'ailleurs, je me rappelle Ah de oui, c'est vrai l'épisode en plus. tellement c'était bourré de draw. Et moi, du coup, je ne savais pas quoi conseiller. Et quand j'ai lu les questions auxquelles on répondra dans un instant de tous ceux qui nous ont demandé pas mal de petites choses, du coup, je me reconseille, parce que je pense que je l'ai déjà fait, de voir le Momo contre Nanae au 10e anniversaire de la Stardom en 2021, qui est chargé d'histoire. Et en plus, c'était un bon petit match sympa que Nanae avait remporté d'ailleurs et tout à l'heure, donc ça me paraissait intéressant du coup de conseiller celui-là. Ouais, bon, un match de la légende, pourquoi pas. La légende!
Donc, ouais, moi je dis allons-y, quoi. Donc, c'est tout pour cette partie. Donc, on termine avec la dernière partie, la partie FAQ. Donc, c'est parti. Cette semaine, vous avez été assez nombreux, à ma grande surprise, à nous poser des questions. On a 5 petites questions. Donc, je vais les lire dans l'ordre dans lesquels elles s'affichent. En premier, Imperial Uno, Ethan, que je salue encore une fois. Question assez compliquée, mais très intéressante, je pense. Pour vous, c'est quoi un match 5 étoiles? Miano, je vais te laisser parler. Ben, s'il y a 5 étoiles, il faut qu'il y ait du work rate. C'est pas une obligation pour que ça soit un bon match, mais si c'est pour avoir de la comédie, juste des gimmicks, ou une storyline, je ne peux pas mettre 5. La comédie et tout, c'est marrant en opener ou en mid-card. Et pour aller chercher un 5 étoiles, il faut qu'il y ait du work rate. Après, le work rate tout seul, ça ne suffit pas. Ça doit venir sublimer une écriture qui est extrêmement bien pensée pour des gimmicks qui collent au personnage. Il faut que l'écriture également colle absolument bien au gimmick et que ça soit de catcheuses extrêmement talentueuses pour que quand je regarde le match, je sois impressionné par le niveau produit. Donc voilà, j'ai besoin de cette combinaison de trois choses pour sortir un 5 étoiles. Pour ma part, c'est une question qui est ouais, très vaste et même, enfin ma réponse du coup sera assez vaste puisque c'est tout un ensemble de choses qui dépassent même l'in-ring en lui-même. Pour moi, c'est évidemment qu'il y a quand même une partie de work rate, je veux bien l'accorder puisqu'on parle quand même d'un match 5 étoiles, donc il faut que dans le ring ce soit irréprochable. Mais en fait, bon, de toute façon, déjà, j'en ai parlé dans le dernier épisode, mais c'est ce que je cherche, c'est avant tout les émotions et une histoire qui soit racontée tout le long du match. Qu'il y ait une grosse storyline derrière ou pas, peu importe, mais qu'en tout cas l'histoire soit bien racontée et que en fait ce soit déroulé petit à petit avec des spots précis et marquants pardon, dans le match. Donc voilà, des trucs qui font tilt à chaque fois qu'on pense à ce match précisément, qu'on se rappelle du spot en lui-même directement et que ouais, du coup en fait y ait tout ça. Mais au-delà de ça, c'est quand même très important, je trouve, que y ait derrière toute la production, donc avec tout ce qui est lumière pardon, et tout ça, notamment du coup pour les spots dont je parlais, mettre plus en avant ces spots-là à travers les différents... la manière dont c'est mis en avant à travers la production aide beaucoup. Et en plus de ça, et surtout, les entrées, il faut que ce soit voilà, des entrées marquantes, uniques, spéciales, qui ensuite amènent déjà, enfin, une fois qu'il y a les entrées qui sont faites, ça permet déjà de bâtir un peu encore plus la hype, plus l'excitation, pour petit à petit derrière commencer pardon, à dérouler le match et du coup accompagner ça de spots dans des moments clés du match avec toute une écriture et tout un storytelling qui est fait à travers le match. Donc sans spécialement qu'il y ait de grandes histoires entre les deux catcheurs, même si du coup ça me paraît logique que pour avoir quand même une belle écriture et tout, c'est quand même mieux, enfin ça favorise plus s'il y a une longue histoire derrière. Et du coup c'est pour ça que ça va être compliqué pour moi de sortir un match 5 étoiles en moins de 20 minutes. Donc il faut que le match soit quand même malgré tout aussi assez long pour pouvoir placer pas mal de spots. Donc voilà pour ma part. La question suivante, on a Florent JC 2009 qui nous demande: que pensez-vous de l'utilisation de certaines catcheuses japonaises hors Japon, Yoshirai, Ishida, Asuka, Ito et Ram? Miano, vu que... Vas-y, je te laisse commencer. Maillot classique, je n'ai pas allumé le micro. Euh, Déjà, ça dépend de qui on parle, parce que pour moi, on n'est pas sur la même chose en fonction des catcheuses. Je vais peut-être pas me faire des amis, mais je
je pense que Yoshirai n'est pas si mal utilisé que ça à la VVE par exemple. Azuka, c'est pareil, je pense que quand on est à la VVE, je rappelle quand même que c'est un produit télévisuel, que les weekly ne sont pas là pour faire des matchs 5 étoiles, mais qui sont là pour build les PLE, et que par conséquent, ça passe forcément par des angles, ça passe forcément par des promos, et que c'est pas dans les weekly que tu vas chercher à faire des matchs 5 étoiles. Par conséquent, quand tu ne parles pas très très bien anglais dans un produit télévisuel, c'est difficile de te mettre en avant dans des weekly. Faire des 5 étoiles en weekly, ben, ça sert un peu à rien. Et si t'as pas, on va dire, le background nécessaire en anglais et en promo pour essayer de t'élever dans les divisions, du coup, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'à NXT, ça posait moins de problèmes pour les deux que dans le main roster. C'est pour ça que pour moi, je pense qu'elles ne sont pas si mal utilisées que ça. Je pense que, voilà. Après, oui, forcément, Damage Control, c'est loin d'être fou. Mais au moins, on a Yoshirai avec le titre majeur et je vais pas me plaindre. Concernant Shida, c'est là que pour moi c'est un peu plus difficile. De toute façon, c'est AEW, donc ce sera forcément plus difficile pour moi. Je rappelle quand même que elle était championne Wave aussi, que le titre Wave du coup a été défendu 2 fois du côté de la AEW. Voilà, elle a un petit coup ici, un petit coup là-bas. Finalement, elle est partout et nulle part à la fois. Ce qui m'a fortement dérangé, c'est que quand elle a perdu le titre AEW, on a l'impression qu'elle avait disparu du circuit. Elle était bookée à Élévation ou je sais pas trop où, une fois de temps en temps. T'as ta championne qui perd, bah tu t'en sers plus. J'ai pas trop compris pourquoi. C'était à l'époque où je suivais encore pas mal avec les débuts de la promotion, là, quand Shida était championne. J'avais un petit peu regardé, mais une fois qu'elle a perdu le titre, elle avait un peu disparu des radars. Donc je trouve que, ouais, elle, c'est un peu plus compliqué, même si du coup, elle a été un peu plus mis en avant. Maki Ito, je sais pas quoi en dire. C'est pas une catcheuse qu'une gimmick qui m'intéresse. Après, c'est le même problème que. Mince, comment elle s'appelle, celle qui fait équipe avec le lapin là, de la TGP. Yuka Sakazaki. Ouais, voilà, elle, c'était plus compliqué. Quand je pense qu'il a loupé le tournoi le plus important de la TGP en été pour aller à Dark Elevation, bah forcément, ça m'a un peu fait. Ça m'a un peu ennuyé, on va dire, de louper le plus gros tournoi de la TGP pour aller à Dark Elevation. Après, voilà, lui a donné de l'exposition aux États-Unis, mais c'est pour ça que moi, voilà, Joshi chez AEW, généralement, j'ai plus envie de freiner qu'autre chose. Ram Kesho, enfin, je pense que c'est Ram, vu que tu mets Ram, je sais pas ce qu'elle a fait, j'ai pas du tout suivi, donc je ne me prononcerai pas pour elle. Pour ma part, c'est pareil puisque VVE AEW je suis pas, donc me positionner là-dessus c'est extrêmement complexe et je me trouve pas spécialement légitime pour le faire. Mais si jamais du coup tu demandes mon opinion sur ça, de ce que je peux voir, je diviserai ça juste en deux catégories, c'est-à-dire ben, la catégorie mainstream et la catégorie indie. Et en fait, mon problème avec la catégorie mainstream, donc VVE et AEW, c'est que je trouve, de ce que je peux voir, que les catcheuses en elles-mêmes, pas en termes d'utilisation, mais en termes de popularité et de mise en avant, etc., je trouve que ça va. Comme tu l'as dit, Miyano, pour ce qui est de Yoshirai et Asuka, par rapport au fait que ce que j'ai abordé assez rapidement dans le New Blood, dans l'épisode du Patreon avec Maria May, là, pour une compagnie aussi grosse avec autant de talent, un roster aussi large dans la division, même division féminine, je trouve qu'elles sont bien mises en avant et que c'est très bien la position dans laquelle elles sont. Et ouais, je trouve que c'est vraiment bien. La seule nuance que j'émettrais en fait, et mon problème il est là, et c'est ça le plus gros problème, et c'est pour ça que j'arrive pas à suivre, c'est que je les trouve beaucoup trop limitées dans le ring. Je les trouve, j'ai l'impression qu'elles sont freinées sur tout ce qu'elles sont capables de faire, notamment Yoshirai et Asuka, et c'est ça qui m'embête. Asuka, on est allé chercher son personnage de Joshi là, des débuts des années 2010, là, alors que derrière, elle peut pas sortir tout l'in-ring qu'elle avait, elle peut pas avoir, elle est pas aussi libre que ce qu'elle avait à cette époque-là, donc son personnage, je trouve qu'il n'est pas complet. Elle a juste le face paint au final et c'est juste une certaine reproduction.
C'est un peu comme ce qu'on a pu voir quand on a eu The Elite, là, AEW. C'était pas le Bullet Club de ROH de 2017, donc c'est quelque chose, c'est un petit peu du réchauffé, un petit peu du... C'est pas complet, et c'est ça qui m'embête, et c'est pour ça que je gueule autant sur AEW, et que je veux pas avoir d'entente avec Stardom, puisque je veux pas avoir des catcheuses qui sont limitées dans ce qu'elles font à cause d'un certain programme. Là, chez Stardom, elles sont beaucoup moins limitées de ce que je peux voir, et c'est un produit qui leur correspond plus, alors qu'un produit américain pour du Joshi, c'est quelque chose que je trouve qui ne matche pas. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse aussi peu. Et du coup, ça c'est pour toute la partie mainstream. Mais pour ce qui est de la partie indie, justement, je trouve qu'elles sont très respectées, qu'elles sont bien mises en avant quand on voit Maki Ito, Rina Yamashita, Yu. On voit comment les promotions font attention à elles, comment elles prennent soin d'elles et comment elles essaient de les mettre en avant et comment le public réagit derrière. Maki Ito avec Game Changer, c'est super. Ce qu'elle fait avec Nick Gage, c'est super fun et ça lui permet derrière de réinventer et de développer un peu plus sa gimmick. C'était juste la petite idol, etc. avant, et maintenant elle a un petit côté un peu psychopathe, quoi, où elle commence à aimer le deathmatch et je trouve ça génial. Rina Yamashita qui du coup peut découvrir de nouveaux catcheurs, affronter de nouvelles personnes, etc. et qui est moins limité à juste le Japon pour faire du deathmatch ou même pour des matchs simples. Yu pareil qui du coup affronte plein d'autres catcheuses et qui peut être plus mise en avant sur la scène internationale, un peu comme Irie par exemple. Et ça j'aime beaucoup puisque dans toutes les petites promotions, chaque fois qu'ils ramènent une name comme ça, ils font super attention à elle. Elle est bien encadrée, etc. Et je trouve ça génial et tout le public derrière réagit. On a vu Utami chez Game Changer, la pop que ça a eu. Et je le dissocie totalement de ce qu'on peut voir chez AEW ou WWE. Et en fait, il y a plus cet aspect communautaire derrière les catcheuses Joshi qui vont dans une promotion indie que dans l'aspect du coup VVE ou AEW où le public ne connaît pas les catcheuses en plus, ils attendent juste que ça leur tombe dessus, alors que du côté indie, on est plus sur des gens qui connaissent déjà les catcheuses, et du coup, il y a beaucoup plus, il y a une ambiance beaucoup plus conviviale, beaucoup plus de respect, entre guillemets, pour la catcheuse, plutôt que ce qu'on peut voir sur Twitter, sur les commentaires qu'on peut voir du côté AEW, WWE, pardon, pour les catcheuses Joshi. Donc voilà pourquoi je le divise en deux parties, et pourquoi en fait la partie indie ne me dérange pas, et pourquoi je disais par exemple qu'Utami chez Game Changer ça me plaît, Maki Ito chez Game Changer pareil, mais Utami chez AEW par exemple ça me plairait moins. Donc voilà pour développer un petit peu. Question suivante, Guillaume, petite question simple, mais vous avez d'autres passions à côté du catch? Et sinon, Samy, à quand le podcast dédié au deathmatch? Hop 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 au boulot. Bon, Miano, je vais te laisser commencer. Ouais, du coup, ben déjà, on va dire le football. Et oui, le football, il a changé, oui, parce que j'ai quand même une longue carrière derrière moi, hein, et De oui, footballeur. bien évidemment, qui a pris fin, hein, tu vois, moi, j'ai Les pas ligaments. attendu 50 ans, hein. Voilà, donc voilà, le football, bien évidemment, on soutient le FC Nantes aussi, hein, c'est pas toujours évident, Surtout mais quand ils bon, perdent on contre a le TFC. l'habitude on n'a pas l'habitude, enfin, j'ai plutôt l'habitude de soutenir ce qui est compliqué, donc ça me dérange pas. Sinon, le Japon, bien évidemment, et la Corée, pareil, enfin, du moins, l'Asie de l'Est en général, même bien avant, les pays m'ont intéressé, bien avant que je sache qu'il y a du catch là-bas. Et aussi, voilà, les bons jeux de société, voilà, les bons jeux de plateau, où quand tu sors le Ok. truc, tu sais que tu en as au moins pour une heure, donc voilà, je Quel dirais vieux. ces trois petites choses-là, quoi. Voilà. Pour ma part, à côté, j'en ai quelques-unes. Bon, déjà, Miano a mentionné le football. Je suis d'un peu plus loin. J'ai eu une période où j'étais plus dans le foot et même que j'ai pratiqué. Là, je suis juste les matchs du TFC. Donc, c'est assez fun parfois quand du coup il y a TFC contre Nantes. Avec Miano, on peut s'échanger deux trois messages. Les Euh, trois politesses. Voilà, exactement. Euh, mais sinon, en dehors de ça, je l'ai déjà mentionné, je pense, du coup, dans le podcast, mais j'aime beaucoup les sports de combat. C'est quelque chose
que j'aime depuis même avant le catch et j'ai commencé comme ça et c'est comme ça que je me suis intéressé au catch d'ailleurs. Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai quoi, peut-être 4 5 ans, ça m'intéresse les sports de combat et j'en ai même pratiqué, j'ai fait du taekwondo 5 ans, de la boxe anglaise aussi, j'en ai fait 3 4 ans. Euh, et voilà, c'est quelque chose, même j'ai essayé le MMA aussi, c'est pas mal. Mais voilà, je suis surtout en ce moment, enfin même beaucoup, surtout principalement la boxe anglaise et le MMA en dehors de ça. Donc voilà pour une de mes premières passions. Après, à côté, je pense que vous le savez, mais le montage, ça me prend énormément de temps et c'est pour ça que le podcast, je peux pas être à 300% concentré dessus, mais malgré tout, vous avez les épisodes toutes les semaines, les réactions live, etc. Mais j'ai énormément de travail pour le montage. Là, par exemple, j'ai 3 projets en même temps, donc en plus de devoir travailler de ma vie de tous les jours et tout. Donc c'est compliqué, mais j'aime beaucoup ça et ouais, c'est quelque chose qui me passionne. Et après, je dirais, ouais, c'est plus un truc qui m'intéresse puisque je le pratique, mais ça m'intéresse beaucoup la musculation, tout ce qui est, que ce soit ouais, en termes de nutrition ou même en termes dans les différentes exécutions, etc. Et puis je m'y intéresse évidemment, vu que comme je l'ai dit, j'en fais, ça m'intéresse de savoir plus comment fonctionne un certain mouvement, quel type de muscle, etc. ça travaille plus qu'un autre, pourquoi, qu'est-ce que un tel complément peut apporter à l'organisme et tout. Donc je trouve ça intéressant, c'est pas un truc non plus qui me passionne et auquel je m'intéresse tous les jours, quoi, mais je lis et j'écoute beaucoup de choses en rapport avec ça, donc c'est pour ça que je voulais le mentionner. Et sinon, après, non, j'ai rien de plus en tête. Le rugby, mais d'assez loin. Et voilà. Question Et suivante. le podcast Ah Deathmatch, oui, oui, j'ai failli faire. Bon, ça, en fait, je vais être honnête avec vous, c'est un truc auquel j'ai réfléchi depuis longtemps. Mais comme je l'ai dit, là, en fait, le problème, c'est que j'ai très, 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 très peu de temps. Je travaille toute la journée à mon taf dans la vie de tous les jours. Puis après, je vais au sport, je vais à la salle. Et après, je rentre chez moi et je dois travailler sur du montage. Donc, je travaille une cinquantaine d'heures par semaine. Et à côté, je dois faire mon sport et j'ai le podcast et regarder les shows. Donc le podcast pour l'instant en fait, pour l'instant c'est pas de suite. J'attendrai de trouver un moment où je serai plus libre parce que je veux que derrière je veux lancer un truc qui soit incroyable. Je veux un truc du niveau de Starlink, peut-être même meilleur. Donc en vrai ça me hyperait beaucoup et crois-moi que j'ai déjà pensé à l'idée et j'ai même une idée en tête, je sais à peu près dans comment le structurer. Donc vous inquiétez pas, ça arrivera un jour, c'est juste que pour l'instant j'ai vraiment pas le temps, mais croyez-moi que un jour ça va voir le jour. Question suivante, encore de Florent, toutes faites confondues, quel serait votre dream match, Miano? Arisa Nakajima contre Momo Watanabe, on a eu un avant-goût en équipe lors de la fameuse storyline croisée entre Stardom et Seedling. Il y a eu un match tag où elles se sont du coup affrontées chacune dans leur équipe respective. Et si un jour il y a un contre entre les deux, je serais bien content de voir ça. Pour ma part, c'est le même depuis quelques années. Arisa Oshiki contre Meiko Satomura. Ce serait une dinguerie. Donc voilà, je pense que c'est celui-là. Et après, je pense que du côté masculin, un match qui me hyperait énormément, ce serait un deathmatch Drew Parker contre Akira. Ce serait un match que j'aimerais énormément voir dans un truc de genre 20-30 minutes, quoi. Pas juste un petit match en opener. Donc voilà pour ma part. Et la dernière question qui nous pose, encore une fois, Florent, le meilleur moment chez Stardom et Sid pour vous? Et non, Samy, ne dis pas quand chose termine. Non, 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 quand même. On va rester, ouais, on va rester cohérent. Enfin, genre, on va pas troll. Miano, je vais te laisser commencer. Allez. Le meilleur moment chez Stardom, ça serait beaucoup trop obvious si je disais quand Momo Watanabe prend la Wonder contre Yoshirai. Bien évidemment, c'est mon moment préféré. Si je dois en sortir un autre, j'ai envie de dire le retour de Yoshiko chez Stardom. Voilà, le fameux match qui met enfin
fin à tout ce qui s'était passé, où elle se fait un câlin après avec Mayu, avec Nane qui était également revenu pour l'occasion. Voilà, il y a bien que les fans occidentaux et américains qui décidément ne veulent pas tourner la page sur cette histoire. Donc voilà, voir que ça a été clos une bonne fois pour toutes, ça m'en a ravi, d'autant plus que le match entre Yoshiko et Mayu était très bon et c'était même mon moment de l'année chez Stardom à l'époque. Concernant Sid, j'en parlerai après, une fois que tu auras déjà donné ton meilleur moment chez le S. Ok, bon, je vais commencer par Sid, parce que ben, vous savez mes affinités avec Seedling. Donc, je vais dire, en fait, pour les deux promotions, c'est plus un qui est plus marquant, et subjectivement, je pense, c'est un qui est plus ouais, subjectif. Bon, en gros, pour Seedling, je pense que un des moments qui m'a le plus marqué, pas en termes d'appréciation, mais juste qui était marquant au sens vraiment objectif du terme, j'ai trouvé que c'était le Nanae contre Arisa Nakajima quand elle se fait couper les cheveux là. J'ai trouvé ça comme vraiment un gros moment de la promotion qui me restera en tête chaque fois que si on me dit un grand moment à sortir, je pense celui-là. Et un qui m'a vraiment marqué personnellement, bon, c'est quand même à une échelle assez moindre, hein, puisque c'était pas non plus incroyable, mais enfin si, c'était incroyable pour Miano, je pense, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça pas mal, quoi. Ça m'a affecté, mais à une petite échelle. Je pense que c'est Ayame et Rico qui remportent les titres tag. Ça a été construit tout le long, etc. Et du coup, ça rend leur victoire importante et belle. Donc voilà pour la partie seedling. Et pour ce qui est de Stardom, bon, je pense que ça va sans doute. Quoique, Arisa qui remporte le Cinderella. J'ai même trouvé ça plus marquant que quand elle remporte le Wonder. Quand elle est là avec sa robe bleue, comme ça, avec Tony Storm qui lui donne le trophée et tout. Quel moment marquant. C'est, je pense, mon moment préféré chez Stardom. Même s'il est assez en compétition avec le moment où Tam remporte le Wonder. Je me souviens que c'était un moment qui m'avait énormément marqué, j'en avais des frissons et tout, quand elle remporte le Wonder pour la première fois. Et ouais, c'était vraiment quelque chose. Et c'était la boucle est bouclée quoi, dans sa carrière. Donc voilà pour ma part. Chez Sid, j'arrive pas à me décider sur le meilleur moment. Il y a des moments qui sont extrêmement marquants, mais le meilleur moment, j'arrive pas à en trouver. Enfin, des moments marquants, il y en a plein. Le match de retour de Yoshiko, où à la fin, il fait le Dogeza au milieu du ring. Après, comme tu l'as dit, le R versus R entre Arisa et Nanae. Les Berry qui prennent le titre tag. C'était un peu moins, on va dire, important pour la promotion. Après, il y a un élément majeur, là, le show de fin d'année où Nanae, elle quitte la promotion et qu'il y a tout le monde qui est en train de pleurer sur le ring. J'ai bien eu peur que ça soit la fin de Seedling. Je pense que c'est pas le meilleur moment, mais c'est le moment qui m'aura le plus marqué, le départ de Nanae avec tout le monde qui pleure. J'ai jamais eu aussi peur que la promotion elle ferme. Donc je pense que c'est celui-là qui est le plus marquant. C'est pas le meilleur moment forcément, c'est plus un moment triste. Mais je pense que pour moi c'était le plus marquant. Là j'ai vraiment eu extrêmement peur pour l'avenir de la promotion. Donc je pense qu'en termes de moments marquants, c'est celui-là. Donc c'était pas un meilleur moment, mais c'est celui qui m'a le plus marqué. Et je suis ravi de voir aujourd'hui que ça continue et j'espère pour longtemps. Ok, bah écoutez, c'est tout pour cet épisode, ce long épisode. On va bientôt atteindre les 2 heures, donc merci à tous de nous avoir écoutés si vous en êtes encore là. Merci à tous pour votre soutien et encore plus aux abonnés au Patreon. Je rappelle encore une fois que la dernière réaction live, la 17, est sortie et que la dernière review de New Blood également est sortie, tout ça cette semaine. Et si vous vous abonnez, vous pouvez retrouver toutes les autres réactions live qu'on a faites, donc les 16 autres, et celle de la semaine prochaine, la 18, qui va être vraiment pas mal, enfin en tout cas qui est fun, donc j'ai hâte qu'elle sorte. Et merci à tous. Donc si vous voulez nous soutenir, ça se passe sur le Patreon. Vous pouvez nous soutenir en prenant le niveau d'abonnement que vous souhaitez et vous aurez en échange accès à tout ce contenu sur lequel on a travaillé. Sinon, vous pouvez soutenir en mettant
un j'aime, un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Pour ceux qui écoutent sur podcast, vous pouvez nous mettre une petite note sur le podcast. Ça prend 5 secondes, vous nous mettez la note que vous souhaitez. Et nous, derrière, ça nous aide pour être un peu plus mis en avant, puisque derrière, il n'y a pas d'algorithme ou quoi pour tout ce qui est podcast. Donc, le fait d'avoir le plus de dotations possible permet de plus nous mettre en avant et donc de faire découvrir derrière Stardom, Seedling et du coup potentiellement des nouvelles promotions petit à petit avec cette nouvelle rubrique à des gens qui pourraient être intéressés. Donc, ou même vous pouvez le partager directement si jamais vous voulez faire découvrir ça à vos amis. Donc voilà, merci à tous encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine pour review les 2 pay-per-view, Stardom, Seedling et continuer sur tout ça. Donc merci à tous, à la prochaine, ciao tout le monde. Soutenez les petits pandas, à bientôt.